C'est bien parce que les invités reviennent sur leur enfance, ils reviennent sur leur parcours, ils sont capables de découvrir un autre visage de l'invité en question, que ce soit dans le monde du politique, du sport, de la littérature ou des arts. En fait, c'est la nature humaine qui nous intéresse, hein. C'est pas le politique, c'est pas les sportifs. Quelles que soient les positions, on rencontre des êtres humains qui ont eu une histoire. Tout simplement. Le café de la Croix. Alger chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. Le rendez-vous incontournable des inconditionnels des questions culturelles reste le Café de la Troie, espace ouvert tous les jeudis de 14 et ce jusqu'à 16h. 2 heures pour décrypter toute l'actualité qui tournera en grande partie autour de la réhabilitation de nos villes, à commencer par Alger et la réhabilitation de la pêcherie et des voûtes des fronts de mer. C'est un projet pour mettre en valeur les origines millénaires d'Al-Mahrousa. Eh bien, pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'architecte et urbaniste Karim Louli. Bonjour. Bonjour Karim. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes l'initiateur de ce projet sur lequel nous reviendrons bien sûr jusqu'à 16h. Vous n'êtes pas seul, c'est également ça le concept du Café de la Troie. Eh bien, c'est une émission polyphonique où nous allons également donner la parole à d'autres intervenants. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mounji Abdeltaif. Bonjour. Bonjour Karim. Merci d'accepter notre invitation, Mounji Abdeltaif. Merci. Dois-je rappeler que vous êtes architecte plasticienne, mais également auteur de l'ouvrage Dar Abdeltaif aux éditions El Bayazine, sur lequel nous reviendrons bien sûr, et un autre ouvrage, Dar El Jazair, poétique d'un lieu. Donc là où nous sommes dans une forme de dialogue entre l'architecture et la poésie. Est-ce que cela est possible? Grand point d'interrogation, bien sûr. Vous allez nous répondre à cette question et à bien d'autres tout au long de l'émission. Troisième invité pour la rencontre d'aujourd'hui, c'est Brahim Mechouch. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes enseignant, vous êtes architecte, vous avez un bureau d'études, j'ai entendu dire. Exactement. Et vous êtes surtout un passionné de patrimoine. Oui. Quel rapport réellement vous entretenez avec ce patrimoine enrichi pour certains, assez comment dire, détruit pour d'autres, la mémoire et notre rapport au patrimoine bâti ou au vieux bâti, au bon vieux bâti. Eh bien, nous allons en parler tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il est déjà 14h bientôt, 6 minutes sur les ondes d'Alger chaîne 3. Madame, messieurs, actualité brûlante. Avant d'aborder la transformation et la réhabilitation de nos villes, il y en a une qui a complètement été détruite, c'est Gaza. Assister à ce génocide vous procure quel sentiment, Karim Louli? Compliqué d'en parler. Parce que c'est une souffrance permanente pour tout le monde. C'est vraiment un coup dans la tête. On a un sentiment d'impuissance, tout en considérant que, moi personnellement, je ne pensais pas que l'humanité allait arriver un jour à autant de cruauté. D'inhumanité. Oui. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sentiment d'impuissance qui nous range, c'est vraiment maladif. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me torture. Vous qui pensez à la reconstruction des villes, à la réhabilitation des villes, mais quand vous voyez des villes détruites, d'abord des vies humaines avant toute chose, hein, exactement, et puis une ville à 90% détruite, hein, vous pensez réellement à une forme de reconstruction? Oui, fatalement. De manière, l'histoire a prouvé que... Au-delà de l'humain, je m'adresse également à l'architecte et à l'urbaniste que vous êtes. Oui, bien sûr. De toute manière, il y aura un jour notre reconstruction, mais les cicatrices vont être tellement profondes que voilà, quoi. Ouais. Parce qu'on a souvent reconstruit des villes après des guerres, mais bon, ou après des cataclysmes naturels. Mais là, nous sommes dans le Guernica fois 1000. Mais là, c'est vraiment de la destruction, entre guillemets, scientifique, calculée, sans scrupules. Enfin, c'est compliqué d'en parler. Mais il y a une autre guerre aujourd'hui qui attaque directement les enfants, les vieux et les femmes. On les affame au quotidien, et c'est au vu et au su du monde, notre fille. Que dis-je, Mounji Abdeltaif? Moi, je partage ce que ressent mon collègue, mais il y a autre chose qui m'inquiète, c'est les projets d'occupation future. C'est comment cette chose-là va s'étendre. Tout le monde est inquiet, parce que vous entendez des choses horribles par rapport à la région. Oui, et ça c'est une grande menace. Je ne sais pas quelle est également l'avis de notre troisième invité, Brahim Mechouch, architecte, enseignant, mais également passionné de patrimoine. Le fait de voir cette destruction massive, cette guerre qui continue, qui dure et qui perdure malheureusement. Certainement, je suis de l'avis de mes collègues, mais il y a aussi la destruction de tout un patrimoine aussi, matériel et immatériel.
On sait que c'est l'effacement d'une mémoire, d'une identité, on sait celle que d'un peuple. la Palestine, c'est le berceau de l'humanité. Tout à fait. Donc il y a toute une histoire qui est en train de s'effacer. Et on peut pas être d'accord avec ça. C'est impossible. Même si on est d'une autre religion, d'une autre culture, on ne peut pas être d'accord avec ça. C'est impossible. Il faut être inhumain, tout simplement. Exactement. Voilà. Donc, sujet d'aujourd'hui, à 14h bientôt, 9 minutes, nous le disions au sommaire de l'émission, la réhabilitation de la pêcherie des voûtes du front de mer, un projet pour mettre en valeur les origines millénaires d'El Mahroussa. Rebonjour encore une fois, Karim Louni. Comme j'ai l'impression, vous pouvez bien sûr me contredire, c'est l'émission de toutes les contradictions, cela dit en passant. J'ai comme l'impression que c'est un enfant d'Alger qui offre à sa mère un beau cadeau. C'est une offrande à votre ville, à votre seconde mère, à savoir Alger, cette ville écrasée de lumière, comme le disait si bien Jean Sénac. Oui, mais de toute manière, comme le disait une personne avec qui je discutais il y a quelque temps, au sujet de ce projet d'ailleurs, il disait, bon, c'est tellement complexe qu'il n'y a qu'un Algérois qui aurait pu le faire. Oui. Et heureusement que c'est un Algérois qui l'a fait, parce qu'il en connaît les bouts, il en connaît les mécanismes. Et puis Alger est compliqué. Et surtout, ce site-là est très compliqué. Donc moi, souvent, je fais des arrêts dans ma tête en me disant, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que tu portes sur le dos? Parce qu'en fait, on porte sur le dos la responsabilité de toute une collectivité qui a une mémoire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et c'est pour ça que c'est souvent c'est un enfant d'Alger, obligatoirement, qui est... Oui, parce qui travaille avec toute une équipe, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. On est en équipe fatalement. C'est un métier où on ne peut travailler qu'en équipe, parce que la concertation est permanente. Et un beau projet, c'est un projet qui est bien concerté, d'abord. Et puis il faut comprendre que ce projet a fait l'objet de beaucoup de discussions au niveau de la wilaya. Mais ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on entend parler de ce projet. Je l'avais initié en 98. Oui. Les premiers jets ont été exactement initiés ça. En 98. Et après, bon, il y a eu un arrêt sur le projet et puis il a redémarré. Il y a eu également un autre projet porté par l'ancien président de la République qui s'appelait Alger Horizon 2035. Oui. Et puis après, on a été vers Alger Horizon 2040. Est-ce que cela est une forme de suite de ce projet Alger Horizon 2035 oui, à travers on peut les modifications qui ont eu lieu à la Sablette d'Alger? Oui, bon, Alger ça a été les premiers jets, je veux dire. Hein. Alger a eu une stratégie de développement arrêtée dans la fin des années 2000, vers le 2010, et les grandes lignes ont été lancées, et c'est le PDO, première version, et la deuxième PDO qui ont défini donc les grands contours du développement. Oui. Et là, après, il va y avoir des plans de détail, notamment le plan stratégique de l'époque qui avait donné les grandes lignes du développement dans une manière un peu innovante. Puisqu'on parlait des plans bleus, des plans blancs, des plans de verts, et puis ça permettait d'aller plus dans le détail que les instruments d'urbanisme classiques, qui sont le POS, qui restent quand même pas très parlants. Vous disiez donc justement pour approcher Alger, c'est presque une équation à plusieurs inconnus. Il faut réellement arriver à la simplifier. Est-ce que vous êtes réellement arrivé à approcher Alger en gardant son cachet et en la transformant sans pour autant qu'elle perde un peu de son originalité, de sa mémoire, de son histoire, Karim Louni? C'est pour ça que, pour parler de ce projet spécialement, je dis souvent que c'est un projet qui aborde en fait une espèce de recouture du site. Parce que pour parler de ce site spécialement, je me répète, c'est vraiment une encyclopédie de toutes les parties d'Alger qui se sont succédées à travers les siècles. On a des parties qui sont d'arabo-berbères, d'autres qui remontent à l'époque française, ottomane. Voilà. C'est une encyclopédie de toute l'histoire d'Alger. Or, ça s'est structuré comme ça. Il y a des coups-partis, et en plus, c'est constitué que d'œuvres et que de projets emblématiques. Vous avez les 2 grandes mosquées, vous avez le palais consulaire, vous avez les mosquées classées, et en plus on travaille dans un site classé. Donc tout ça fait que il est arrivé un moment où il fallait faire un projet pour recoudre tout ça et en faire un projet urbain qu'on pourrait donc pour Alger. On remodèle en fait, si on veut, toute cette partie-là pour s'inscrire dans l'ère du temps actuel. Mais on garde toujours bien sûr son cachet. Ce dialogue entre le passé, le présent et le futur. Plus que ça, c'est-à-dire que notre projet, au lieu de recoudre des objets pour en faire un objet fonctionnel, il y a des correctifs historiques, des correctifs mémoriels, et surtout
le fait de reverser cette partie de la ville dans l'économie urbaine. Parce que, qu'on le veuille ou non, toute la partie pêcherie, voûte, était quelque part, vivait en marge d'Alger. C'est une périphérie centrale. Alors, il fallait la remettre dans l'économie urbaine oui. pour redéplacer le centre. Nous sommes en train de faire un redéplacement du centre d'Alger, qui était dans pour le commun des mortels, se trouvait au niveau de la Grande Poste. Là, nous allons assister, on va en parler dans quelques années, à une translation du centre, pour revenir au centre historique, qui va prendre une dimension de centre économique. Dans 20 ans, dans 30 ans, va-t-on reconnaître Alger, Khalid Louni? Bien sûr, plus que jamais. Vous êtes sûr? Oui, plus que jamais. Alors, Alger sera toujours très bien, nous en parlerons si Dieu bien sûr nous prête vie. Alors si je comprends un peu votre discours, nous sommes dans 3 approches. Hein. Nous sommes dans une approche sociale, nous sommes dans une approche historique, mais également une approche patrimoniale. Mémorielle. Attendez, nous sommes réellement dans une forme, vous pouvez encore une fois me contredire à 14h14, une forme de réappropriation de la mémoire d'Alger. Voilà. Et cette mémoire-là, vous en parlez, vous en avez pratiquement fait votre cheval de bataille, Mounji Abdeltaïf. Oui, ça fait une vingtaine d'années que... et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons aujourd'hui au Café de la Troie. Je travaille là-dessus et puis j'ai l'impression que 20 ans c'est rien et même une vie c'est rien. Un livre en témoigne, hein. Je l'ai entre les mains, Dar Abdeltaïf aux éditions El Bayazine, je le rappelle encore une fois. Il se fait vieux quand même maintenant. Et mais on parle d'une ville millénaire, oui, plusieurs fois millénaire. Non, je sais bien. Moi, ce que je voulais dire, juste à la suite de ce que vient de dire mon collègue, vous savez, l'Alger, le Jazair, au moment de la colonisation, très peu de gens savent ou ont vu des images, la ville vue d'en haut, entre la rue Bab el-Oued, Dal Aziza, etc., et le Bastion 23. Tout ce territoire, non mais tout ce territoire était El Jazair. Ce qu'on voit aujourd'hui, le Djbel, c'était la partie résidentielle. Donc ce qui a été démoli aux premières années, ce qui a été démoli, c'est l'essentiel d'El Jazair. Et aujourd'hui, on n'a pas connaissance. Moi, chaque fois que je vais en arrière, je fais des petites recherches, j'admire ce tissu qui était d'une grande richesse, qui comportait toutes les fonctions possibles. Et donc, ils ont laissé la partie qui privée, en fait, qui était considérée comme privée, les diars. Oui, Karim, bien sûr, vous avez le micro ouvert. Hein. Oui, mais de toute manière, cette partie qu'on appelle communément la Basse-Casbah était regroupée l'ensemble des métiers. C'est pour ça qu'ils ont disparu chez nous. Tous les métiers classiques, la dinanderie, l'horloger, le bijoutier, le fabricant d'armes, le couturier, tous les métiers qu'on connaît étaient regroupés. Et puis surtout la proximité du port. Comme tous les ports du monde, la ville d'Alger vivait par et pour la mer. Et donc cette relation millénaire qui existait à part et pour la mer a disparu parce qu'on a voulu faire d'Alger un comptoir commercial au profit de l'exportation de tout ce qui venait de l'intérieur du territoire. Et donc on a cassé les métiers, on a cassé la structure sociale, on a cassé l'architecture, et puis progressivement on a vraiment gardé, comme vous le dites, la partie résidentielle, on a cassé toute la partie économie. C'est pour ça que je parlais d'économie urbaine, qu'il fallait recomposer. C'est pour ça que la centralité s'est déplacée. Mais c'est pour ça que vous parlez de réappropriation de la mémoire d'Alger. Tout à fait. D'ailleurs, le projet de l'esplanade dialoguer toutes ces architectures-là. Oui, le projet de l'esplanade s'appelle l'esplanade de la mémoire, parce qu'on réhabilite toute la mémoire vive d'Alger, qui était la relation avec la mer. Au-delà de ça, après, bien sûr, il y a d'autres acquis mémoriels. Il faut remettre l'économie au centre du débat, il faut remettre les métiers au centre du débat, et puis voilà, quoi, doucement. Et par rapport à cette partie résidentielle de l'Jazair global, le tout, moi je me suis penché dessus, j'ai mis en avant Dar el-Jazair. Parce que dans ce tissu qui nous reste, c'est un maximum de diars. Et ces diars, je ne veux pas moi avoir l'air triste, mais elles s'écroulent tous les jours. Elles sont en train de disparaître. Alors ma quête, c'était pendant qu'on a devant nous quelques diars, il faut en faire une leçon d'architecture. Il faut la lire, cette architecture, il faut la comprendre, pour qu'un jour on puisse agir. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un retour aux sources plus tard pour l'architecture de demain. Pour moi, c'est l'évidence. Ce qu'on va construire demain doit faire référence à notre histoire et à ces médinas.
qui sont en danger en fait. Ouais, mais doit-on reconstruire, ou du moins, c'est ça, réfléchir à Non, reconstruire à l'identique pas du aujourd'hui. tout, C'est une pas du question tout. également qu'on se pose. Hein. Justement, ça, Oui. c'est la pire des attitudes. D'accord. C'est-à-dire que moi, ma recherche, elle se base sur le fameux Vous code. parlez de recherche ou de quête? Non, la recherche, c'est quelque chose de palpable. D'accord, c'est un de travail. scientifique. Hein. Mais la quête, c'est un peu philosophique. Mais on parle également de quête mémorielle, de quête historique aujourd'hui, à travers ces reconstructions du moins. Oui, oui. Non, mais ma quête, elle est personnelle, c'est-à-dire, c'est par rapport au code. Le code, c'est un langage codifié, on dit, en termes d'architecture. Sur lequel vous travaillez en ce moment. Voilà. Le langage codifié, c'est beaucoup de science, d'abord. Oui. C'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre de côté le côté émotionnel. Il faut pas faire tout le temps du sentiment. Non, non, il y a de la science. Et donc, des outils scientifiques, j'en ai rencontré, j'ai travaillé avec. Alors, Madar, je m'excuse, mais c'est comme ça que je m'exprime. Madar, je l'ai emmené avec moi dans des pays européens. Oui. C'est-à-dire que je ne traduis pas, parce qu'elle n'est pas traduisible. Je dis pas maison, je dis pas demeure, je dis dar. Et ben ce concept de dar, il a été écouté et ils l'ont accepté dans les pays européens où je suis allée. Et la dar, elle est un puits de connaissances, un puits de savoir. Mais si vous voulez, c'est pas qu'elle n'est pas prise au sérieux, mais il y a une tendance au folklore. Parce que maintenant, liberté totale, on peint, on camoufle, on a des visites de touristes et on fait ce que moi je vois comme étant du folklore. Elle mérite beaucoup mieux et beaucoup plus que ça. Alors j'annonce mon 3e manuscrit qui est le langage codifié de Dar el-Jazair. Voilà, on va essayer de le simplifier pour nos auditeurs, bien sûr, ici au Café de la Troie. Je dois également rappeler que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Dar el-Jazair, poétique d'un lieu, bien sûr aux éditions de l'Harmattan. Nous sommes dans une forme de dialogue entre l'architecture et la poésie, où la spiritualité n'est jamais loin non plus, Mounji Abdeltaif. Elle est omniprésente, oui. Exactement, ça. Oui. Toutes ces constructions ont été faites dans cette réflexion-là, la spiritualité, dans une forme d'élévation, bien sûr, Exactement. pour être en dialogue avec le Créateur. Et tout en fait est basé sur le fameux Wustad-Dar. Oui. Comme disait André Ravero, le Wustad-Dar c'est la maison. Donc il y a déjà, on peut écrire des livres sur uniquement le Wustad-Dar. Et il faut se concentrer là-dessus parce que la conception de cette dar, en fait, elle débute du Wustad-Dar. On commence par lui et ensuite le reste, c'est une morphogénèse. Non, c'est pas un mot difficile à comprendre. La morphogénèse, c'est la formation qui ressemble d'ailleurs à la formation biologique. Ouais. C'est-à-dire qu'on commence par un petit noyau et ensuite ça se développe. Votre réflexion a toujours également, vous avez toujours fait référence au philosophe français Gaston Bachelard, mais également à l'architecte André Ravero dont vous parliez à l'instant. Et ce rapport, bien sûr, le rapport à l'architecture est assez étroit. Aujourd'hui, on va parler d'autres références algéro-algériennes, bien sûr, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver. Bien avant cela, j'aimerais également donner la parole à Brahim Méchaud, je vous le rappelle, architecte, enseignant, passionné de patrimoine. Le rapport du moins, ou le regard que vous portiez petit sur cet Alger qui se transforme, qui se modifie, et aujourd'hui. Là, d'abord, j'aimerais avoir le côté de l'Algérois que vous êtes, mais également du passionné et de l'architecte après. La Casbah, en tant qu'Algérois... Pas seulement la Casbah, hein. Moi je fais plus référence à Alger en général, hein. Avant d'aborder d'autres régions, parce qu'on nous reproche souvent, nous disant, monsieur Amiti, rappelez-vous qu'Alger n'est pas l'Algérie, il faudrait par la même occasion nous parler d'Oran, nous parler de Constantine, de Annaba, et même les régions du Grand Sud dont les sols sont en train de se détruire, de partir, et de ainsi laisser enfuir tout un pan de notre histoire collective. Il connaît une ville splendide dans laquelle il travaille. Oui, je travaille actuellement sur Delès, qui a une Casbah où la mer n'est jamais loin. Magnifique. Plus ancienne que la Casbah d'Alger, il y a à peu près 60 ans. Pourquoi j'ai dit la Casbah? Parce qu'on doit commencer par le commencement. La ville d'Alger a été fondée, le commencement a été par la... Et au commencement était la Casbah. La Casbah, voilà. Après, on va parler du reste d'Alger. Donc, moi, j'ai eu l'occasion dans le cadre universitaire, de travailler sur la Casbah et les quartiers limitrophes. Ourid Amdad, Ramvali et tout.
On avait notamment fait des propositions DG de stratégie urbaine pour justement rendre la Casbah ou Alger ou le Jazaïr plus attractive, plus fonctionnelle, rendre la Casbah, la ville, la faire communiquer avec le tissu colonial, parce qu'il y a eu une rupture. Il n'y a pas d'autre terme. La France a créé cette rupture entre le tissu de la Casbah et le nouveau Alger. Il y a pire que la rupture, c'est la cassure. Hein. Voilà, c'est cassure, rupture. Ouais. Donc nous, dans le cadre universitaire, on a essayé de, on va dire, recoudre ou rendre cette Casbah à Alger, aux Algérois. Et donc après la conquête, c'est la reconquête, vous voulez dire? Exactement. Voilà. Nous sommes dans la reconquête d'Alger. Je pense que... Même s'il me regarde d'une drôle de façon, Karim Louni. Hein. Non, pourquoi pas, vous n'êtes pas Non, c'est tout à fait ça. Oui. Je pense que en étant algérois ou même algérien, on éprouve le besoin de se réapproprier cette Casbah. De dialoguer avec son histoire et sa Exactement. mémoire. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est notre référence constamment. Exactement. Donc, je pense que c'est l'ambition de chaque architecte de se réapproprier la Casbah. C'est un rêve pour chaque architecte de faire un projet, soit dans la Casbah, soit à côté de la Casbah. Et je mesure la chance que mon collègue Karim Louni a d'avoir eu l'occasion de faire ce projet, parce que j'imagine que... Lourde responsabilité, nous dit-il, bien avant l'ouverture des portes aussi, de la 3. Un privilège oui. De travailler dans... Moi, je travaille actuellement à Delès. Et ce n'est pas... c'est pour ça que vous avez la peau bronzée. Hein. D'accord, contrairement à toute l'équipe du Café de la 3. Je suis tout le temps sous le soleil, c'est vrai. Mais... de quelle façon vous allez approcher donc justement l'histoire de Délices? Est-ce que vous travaillez d'abord sur des documents de locaux, de nos architectes, de nos urbanistes, de nos historiens d'abord, avant de jeter un regard sur d'autres historiens français? Certainement, certainement. On est dans l'obligation. Je suis un des défenseurs. Est-ce qu'elle est plus ancienne, vous le disiez oui, elle est plus ancienne que la Casbah d'Alger. Oui, elle a été fondée vers 1048, je crois, si j'ai la mémoire, une bonne mémoire. 1048, pardon. Et on peut pas approcher un tissu pareil sans connaître son histoire. Soit à travers des livres, soit à travers des gens anciens de la ville qui connaissent des histoires sur la Casbah et tout. Donc on était dans l'obligation de faire tout ce travail. Y a-t-il une forme de ressemblance, voire même d'écho entre la Casbah de Délices, la Casbah de Cherchel ou la Casbah d'Alger? C'est très similaire. Oui. Même l'orientation. Dans la construction, dans la réflexion ou dans le... Même dans l'orientation de la pente, la forme de la Casbah elle-même, le fameux triangle. J'ai presque envie de dire que c'est la photocopie de la Casbah d'Alger ou l'inverse. Peut-être qu'il y a un air andalou beaucoup plus dans la Casbah de Délices. Un peu l'odeur des Andalous. La Casbah de Délices, elle a survécu à quelque chose que la Casbah d'Alger n'a pas survécu, c'était le séisme des années 1500, où elle a été pratiquement toute, voilà, elle a été mise à la terre. La Casbah de Délices, non. C'est des maisons. Elle a résisté. Elle a résisté. D'ailleurs, même quand on voit. Elle n'est pas aussi grande. Elle n'est pas aussi exactement comme elle et puis les maisons ne sont pas plusieurs. Elles ne s'appuient pas l'une sur l'autre fatalement. Non. En fait, la destruction d'Alger du 16e était due au fait que l'architecture de la Casbah, c'est vraiment une théorie des dominos. C'est-à-dire que c'est une maison qui s'appuie sur une autre. Donc si vous en enlevez une, c'est l'avalanche, c'est tous les dominos qui tombent. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, qu'effectivement, il y a une reconquête mémorielle fatale qu'on doit faire en prenant naissance de la Casbah, pas que. Aujourd'hui, Alger est une ville magnifique et on doit faire du patrimoine que la partie coloniale nous a laissé, notre patrimoine, parce que c'est l'histoire de la ville. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que nous sommes heureux d'avoir un patrimoine aussi beau. Parce que souvent, on oublie de le dire, mais la construction d'Alger à l'époque française a été faite en max 80 années. 80 années aujourd'hui avec les moyens, c'est 20 ans d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a construit une ville nouvelle de toutes pièces.
de toutes pièces. Et cette ville nouvelle doit aussi nous servir de référence. Parce qu'elle a été faite pour durer, et elle a été faite avec des exigences que n'avait pas la Casbah, notamment l'automobile, notamment la marche à pied, tout ça n'existait pas dans le quotidien de la Casbah. Mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'en ayant moi beaucoup travaillé sur la Casbah et sur l'urbanisme de proximité de la Casbah, c'est que la construction qui a été faite pendant la période coloniale s'est entièrement inspirée de la Casbah. Tout le monde ne sait pas que l'urbanisme d'Alger s'est fait par paquet de 500 mètres et que les paquets de 500 mètres ont été pris de la distance qui existe entre la place des Martyrs et Bab el-Oued et la place des Martyrs et Bob Saïd. Et cette distance-là a servi à constituer les paquets d'urbanisme. Exactement. Les paquets d'urbain qui formaient les quartiers à l'époque française. Donc vous voyez que, comme je dis souvent, les architectures transmettent les unes sur les autres. Et donc il y a eu la Casbah qui a complètement influencé. Bien sûr, l'apport après de l'architecture haussmannienne ou classique avec d'autres exigences. Mais on voit qu'il y a eu un tirage sur les références et une inspiration sur les références pour en fait, au début, les urbanistes ont agi comme des techniciens. Ça veut dire qu'ils ont pris des éléments d'architecture, ils ont travaillé avec bien sûr une feuille de route. La feuille de route, c'était cacher la Casbah. La feuille de route, c'était cacher la mémoire. La feuille de route, c'était européaniser la ville. Mais ça, il faut le dire. Et comment reconquérir aujourd'hui Alger, architecturalement et urbanistiquement parlant, Karim Louni? Moi, ma démarche... On a souvent dit que l'Algérois ou l'Algérien tournait le dos à la mer. Oui, mais fatalement, cette phrase a été prononcée il y a une trentaine d'années. Oui, mais parce que, en que fait-on aujourd'hui pour restituer ce patrimoine? C'est qu'on fait un correctif de l'occupation d'abord des sites. Le port qui était en fait à un moment port strictement commercial, il a pris la vocation de port touristique, après la vocation de port de transport. Malheureusement, aujourd'hui, il regroupe les trois et il fait un vrai frein à l'appropriation de la partie mer, un vrai frein de l'appropriation par les Algérois ou par toute personne qui voudrait le faire de la partie front de mer. Donc l'opération, c'est de récupérer progressivement cet espace au profit de la villégiature, au profit de l'économie bleue et au profit surtout du citoyen pour qu'il puisse ne plus tourner le dos à la mer. Qu'on le veuille ou non, pour que la Casbah soit architecturalement visible. Hein. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Ça, c'est un autre débat. Parce qu'aujourd'hui, il y a la relation de la ville vers les quais, vers la mer. Maintenant, la visibilité, la Casbah a toujours été un joyau qui s'offrait à l'arrivant d'Alger par bateau. Ouais. Et elle est en amphithéâtre, donc on lui donne le dos aujourd'hui, quel que soit X, même avant, parce qu'on n'arrivait pas à l'appréhender en tant qu'entité architecturale. Il fallait sortir sur la mer au moins à 5-6 km pour l'apprécier. Et c'était ça l'objectif qu'il fallait cacher. Il fallait absolument faire une muraille. On a remplacé les murailles de la Casbah par des bâtiments coloniaux qui l'enveloppaient. Après, il y a eu la destruction progressive de toute la partie dont on avait parlé au début de l'émission. Et il y a également des questions des auditeurs au 021 48 2x15. C'est Wahiba d'Alger qui nous dit, M. Amiti, on entend votre passion, bien sûr, pour le patrimoine dont auquel vous avez consacré des dizaines et des dizaines d'émissions, mais j'ai comme l'impression que ces débats-là sont fossilisés. Que veut-on réellement faire de la Casbah aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut fossiliser? Le discours des uns et des autres, et des architectes, des urbanistes. On parle de la restitution, de la reconstruction de la Casbah, alors qu'aujourd'hui ça fait presque 60 ans, et à chaque fois qu'une pierre tombe, c'est une mémoire qui s'efface. Que veut-on réellement dans le concret faire de cette Casbah-là? Si je peux me permettre d'en parler, parce que bon, je pense que les uns et les autres ont compris que le problème de la Casbah n'est pas simplement un problème d'urbanisme ou de volonté politique pour le faire. Ouais. Le problème, c'est que c'est pratiquement une équation insoluble. Hein. Non, c'est une équation qui a sa solution pour peu que les décideurs ou la décision... Mais ça fait 60 ans que nous en parlons. Oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident, c'est de la propriété privée. Oui. Et l'État n'a pas le droit d'investir. Mais entre-temps, tous ces vestiges-là tombent tous les jours. Oui, mais parce qu'il n'est pas aisé d'intervenir dans des propriétés privées. Aujourd'hui, pour la bonne heure, le président de la République a pris la décision qu'il fallait, il l'avait annoncé la dernière fois, en disant qu'il faut absolument récupérer ces biens-là et que l'État devrait donc s'occuper directement de la réhabilitation de ces biens pour sauver la mémoire collective. C'est très problématique. L'État ne peut pas intervenir directement. Ils avaient mis tous les moyens possibles. Il y avait un budget qui était consacré à ce que pour les bons volontaires qui voulaient bien réhabiliter leur maison, mais c'est que les propriétaires ne sont pas ceux qui occupent. Donc c'est une péréquation. Et il faut aussi donner le cri d'alerte. L'État a relogé
pas moins de 5 fois de suite les habitants de la Casbah. C'est devenu un centre de transit. Et malheureusement, il faut dénoncer le fait que les gens qui transitent par la Casbah participent eux-mêmes à la démolition des maisons pour pouvoir profiter d'un logement. Donc c'est une péréquation. C'est vraiment une péréquation. Il fallait arrêter l'hémorragie. Alors pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver à 14h32, il est question de réhabilitation de nos villes, à commencer bien sûr par Alger et la réhabilitation de la pêcherie et des voûtes du front de mer, un projet pour mettre en valeur, dois-je également le rappeler, aux retardataires, les origines millénaires d'Alger bien sûr, El Mahroussa. Nous avions parlé de ces triples regards, voire même de ce triple discours vous concernant, parce que vous êtes l'initiateur de ce projet Karim Louni. On avait parlé d'approche sociale, d'approche historique, mais également d'approche patrimoniale, tout ça dans le souci de se réapproprier bien sûr la mémoire d'Alger. Mais cela, j'ai comme l'impression, si je me trompe encore une fois, vous me corrigez, je vous ai reçu il y a à peu près une dizaine d'années, et vous me parliez déjà de cette première version. C'est le carrefour du millénaire, pour nous parler d'architecture bien sûr qui date d'avant 1500, comme les voûtes qui soutiennent bien sûr la place des martyrs. C'est un véritable livre ouvert sur notre mémoire. Et donc on revient à la question d'une des auditrices à laquelle on ne pouvait pas réellement répondre. Comment faire d'Alger une ville moderne sans trahir son histoire et sa mémoire architecturale? Comment faire d'Alger une ville moderne? Alger n'est pas moderne. Non, voilà, une ville moderne. Non, mais attendez, sans trahir sa mémoire, son histoire par rapport à ce qui va être fait dans les 30 prochaines années. Non, mais pardon, vous savez, pendant le XXe siècle, on va dire, c'était un laboratoire d'architecture, Alger. Oui. Ça veut dire, celui qui arrive, il y a une diversité, une variété d'interventions. On a tout essayé sur Alger. C'est un laboratoire. Oui. Donc, elle ne peut pas ne pas être moderne. Elle est très moderne. Oui. Et comment la faire dialoguer, justement? Comment faire dialoguer cette modernité architecturale, travaillée, réfléchie par les architectes dont Karim Louni fait partie aujourd'hui, et la faire dialoguer avec, justement, toutes ces traces mémoriales architecturales? C'est parce qu'il faut d'abord se positionner dans une lecture de cette architecture. D'abord, il faut la maîtriser, il faut la lire, et puis se mettre dans une dimension d'universalité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de tourner le dos aussi, de mémoriser et de faire d'Alger un musée qu'on va mettre sous une cloche. Exactement. Alger doit prendre sa mutation en ayant de la prétention de devenir aussi belle que les autres villes de la Méditerranée, tout en préservant et en conservant son identité. Et donc tout ça, c'est le propre du travail d'un architecte. Ouais. Donc il n'y a pas de formule. La formule, c'est maîtriser le territoire sur lequel on intervient et puis avoir un regard universel dans sa démarche. Et si on fait le mixage de ces deux démarches, on arrive fatalement à faire dans la modernité. Madame, monsieur, je vous demande de mettre vos casques. Un intervenant tout de suite au Café de la Troie, 021 48 2x15. Question de réappropriation, bien sûr, de notre rapport à la ville et à l'histoire, ou aux villes, aux histoires. Il s'appelle Achoul, il nous appelle de Blida. Achoul, bonjour. Bonjour monsieur, merci de me prendre à l'émission. Écoutez, c'est un plaisir. Votre émission elle est vraiment très, très intéressante, un sujet pertinent. Vous aviez évoqué juste à l'instant le droit de regard de l'État concernant les biens privés. Oui. Je pense qu'il y a même une loi qui donne à l'État un droit de préemption et même un droit de regard dans l'achat et la vente des biens, particulièrement des biens historiques, des biens qui font partie du patrimoine. Il en a parlé à l'instant, Karim Louni, en disant que le dernier discours du président de la République allait dans ce sens. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je disais à votre collègue là au téléphone, Jawid Azekad. J'avais intervenu auprès du Wali de Blida il y a une dizaine d'années pour essayer de préserver un hammam qui date du XIIIe siècle, le quartier de Djoun, et un four qui était juste à Tenan. Et on n'avait pas réussi à le convaincre parce qu'il me disait qu'on n'a pas le droit de voilà. Mais je pense que des biens des anciennes villas coloniales ou pas, oui, même de l'Empire, du temps des Ottomans, il faut absolument qu'on puisse les préserver, au moins la façade, au moins, si on ne peut pas contrôler l'intérieur, au moins les façades devraient être intouchables. Qu'elle reste une mémoire de ce passé lointain. Une trace. Au téléphone. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Achour. 021 48 2x15 pour d'autres intervenants. Karim Louni.
On revient donc à la question de l'auditeur, aujourd'hui qui vous disait en ces termes-là, il y a aujourd'hui des propriétés privées auxquelles on ne peut réellement pas toucher, hein, qui peuvent facilement les détruire et les remplacer par des commerces, même sans vouloir garder la façade ni quoi que ce soit. Aucune trace et l'effacement total et absolu. En fait, ça renvoie au classement. C'est-à-dire que l'État peut se permettre de bloquer une opération si on considère que c'est un patrimoine, mais un patrimoine collectif. Or, il y a des procédures. Il y a des procédures qui permettent de donner les outils à l'État d'intervenir. Notamment, c'est le classement. Et ça, il y a toute une procédure de classement où on repère la maison. Il y a des procédures des directions de culture des wilayats qui sont faites pour ça. La société civile aussi doit jouer son rôle en dénonçant ou en appelant au classement. Et à partir de là, l'État, effectivement, peut se permettre de s'ingérer dans l'opération et d'avoir le droit de regard sur la manière avec laquelle on intervient sur un bâtiment. Maintenant, bien sûr, la liberté individuelle, si c'est pas le cas, les gens, ils ont la liberté d'intervenir sur leurs biens. Donc, soit on considère qu'un bien est un patrimoine collectif et auquel cas l'État doit le classer, ou si c'est pas le cas, là, on ne peut pas enlever la volonté des uns et des autres, bien sûr dans le strict respect des règlements d'urbanisme qui agissent sur la parcelle ou sur le bien en question. Voilà. Alors, lors d'une interview, vous disiez, je vous cite Karim Meloni, tout le projet est à inscrire dans le cadre de la réappropriation de la mémoire de la ville. Il y a 20 ans, quand j'ai élaboré la première version du projet, je l'avais appelé le carrefour du millénaire. Nous avons des architectures arabo-berbères qui datent d'avant l'an 1500, comme les voûtes qui soutiennent la place des martyrs. Les Ottomans ont installé Djema Jdid en 1660 et à proximité de la vieille mosquée Djema al-Kbir qui date de 1097. La période coloniale a européanisé le site en y imposant une architecture classique et haussmannienne. C'est un véritable livre ouvert de l'histoire d'Alger, un carrefour des différentes architectures édifiées dans la Médina à travers les siècles. Et tous ces monuments se rehaussent bien sûr mutuellement pour offrir la richesse du lieu. C'est pour cela qu'il faut faire un projet de couture urbaine afin de les relier les uns aux autres pour en faire un lieu unique aussi bien de villégiature, de culture et surtout d'histoire. Voilà. Et là, c'est les premiers G. C'est un projet qui va c'est un projet qui va durer au moins une vingtaine ou une trentaine d'années, Karim Meloni. Pas autant. Non, alors, on se pose également la question, est-ce que vous avez réellement aujourd'hui toutes les libertés de pouvoir agir, réagir et transformer Alger ? J'ai pas la prétention de transformer Alger. Non, pas tout Alger. Le site sur lequel vous travaillez. Le projet, il a fait l'objet de discussions, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de négociations, de concertations. Est-ce que vous avez toutes ces libertés ? Oui, on a la liberté qui s'inscrit dans la marge de manœuvre d'un architecte. Maintenant, l'architecte il ne transcrit qu'un projet. Qui valide tous ces projets Il y a toute une commission à la wilaya qui valide effectivement les projets. Nous dépendons de plusieurs structures. Nous travaillons sur un site classé, donc il y a le droit de regarder des instances de classement et de préservation des monuments. Nous avons l'autorité de la wilaya avec à sa tête monsieur le ministre, qui a un droit de regard direct et qui n'arrête pas un seul moment de regarder les projets. Il tient plus d'une réunion, 2 réunions par semaine où il inspecte l'ensemble des projets dans le minutieux détail. C'est un travail pharaonique, mais c'est comme ça. Et puis après, il y a les contraintes. Vous savez, nous, en tant qu'architectes, on est là pour élaborer un projet et faire d'un projet cohérent un ensemble de contraintes. Donc souvent, la liberté que nous considérons devoir avoir, c'est surtout de pouvoir conjuguer les contraintes. Et ça, les contraintes là-bas, c'est pas ce qui manque. C'est un mur de contraintes. Donc nous devons faire de la poésie autour d'un paquet de contraintes et avec un paquet de contraintes. Voilà. Donc après, les résultats sont soumis à discussion, à concertation, comme je vous l'avais dit, à différents niveaux. Alors, notre auditeur, bien sûr, au 021 48 2x15, vous remettez vos casques, madame, messieurs. Alors, Karim, d'abord, hein, c'est une question qui vous est directement lancée, j'allais dire. Alors, parlez-nous de la nouvelle mouture de ce projet qui n'a pas encore été baptisé. Pour quelle raison ? Lequel ? Ce dernier projet ? Pour l'instant, il porte. Si j'ai bien compris, on parle du projet du projet de la pêcherie. Exactement ça. Il y a plusieurs parties du projet de la pêcherie. On vous a entendu dire un jour, on va le nommer Bab el-Bahr, et puis après, je crois que ça a été changé. Non, ça n'a pas été changé. Aujourd'hui, baptiser un projet. Il y a des structures qui sont consacrées pour ça. Mais aujourd'hui, au niveau du projet de la wilaya, nous avons donc consacré un nom de projet. Provisoire, je suppose, on verra après, qui est l'esplanade que moi j'ai baptisé, qu'on a respecté au niveau des instances de la wilaya, qui est l'esplanade de la mémoire.
dans la mesure où elle réapproprie. Maintenant, dans sa globalité, le projet, aujourd'hui, je pense qu'on prendra le temps de maturer la chose avant d'en donner un projet global. D'accord, très bien. Alors, d'autres questions, d'autres réactions. C'est un sujet passionnant et passionnel, du moins pour ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui, au Café de la 3, 021 48 2x15. Allô, bonjour. Bonjour, Karim. C'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? C'est Lotfi. Lotfi, vous nous appelez de quelle région? Alors moi, je suis président d'une association Amiliana oui. et initiateur d'un projet. On a appelé Caravane, une ville, une histoire. On a sillonné le pays depuis 2018 jusqu'à 2022. Pratiquement, on a visité toutes les anciennes villes bâties avant la colonisation. Bon, l'objectif de la caravane, c'est surtout sensibilité, attirer l'attention sur l'état sur lequel se trouvent ces anciennes villes. Pratiquement, c'est la même chose comme à la Casbah d'Alger. Bon, je voulais juste partager une expérience. Votre invité, il a parlé sur le rôle de la société civile. Effectivement, on a lancé le projet de classement de notre ville, qui est une magnifique ville. Elle est connue, la ville de Miliana. Elle a été bâtie avec Médéa et Alger, parmi les anciennes villes se trouve au centre de l'Algérie. Et là, on a pu stopper 300 permis de démolir. 300 permis 300, voilà. Wow. On a, avec des amis, alhamdoulilah. Bon, malheureusement, la direction de culture n'a pas terminé le boulot avec la désignation d'un bureau d'études et pour valider le plan de sauvegarde. Si vous le permettez, je peux parler sur d'autres villes qu'on a visitées. On a parlé, par exemple, une ville comme Droma, une ville comme Mazouna, une comme le Vieux Ténès, une ville comme l'ancienne Casbah de Annaba et l'ancienne Casbah d'Oran qui me fait beaucoup de mal. C'est une magnifique ville, la vieille ville d'Oran. Malheureusement, c'est la même chose qu'on va à Alger. Je ne sais pas où est la solution. Ce qu'on a proposé, c'est à peu près l'État carrément qui achète ces anciennes maisons. Ils ont essayé cette solution en France, en Espagne. On appelle ça le droit de préemption. Carrément, lorsqu'il y a un litige, parce que la majorité, c'est un problème d'héritage. On revient encore une fois à la même problématique. Voilà, et nous, on a proposé pourquoi pas carrément l'État l'achète carrément ces bâtisses et transformer en maison d'artisanat, par exemple. Oui. Bon, je voulais attirer attention sur le deuxième, ce qu'on a vu à peu près, la Médina de Béjaïa. Par exemple, la Casbah de Béjaïa qui se trouve un peu plus haut, à Babellouz, et non pas celle qu'on montre à la télé qui se trouve en bas. C'est une erreur, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais je parle sur le danger des promoteurs, des promotions immobilières qui sont en train d'effacer notre mémoire. Bon, j'attire l'attention un peu de la société civile d'arrêter ce massacre, surtout à Alger. Bon, Alger, c'est un massacre. Ce qui se passe à Oran, c'est la même chose. On est en train d'effacer. Mais attendez, excusez-moi de vous interrompre. Vous parlez de massacre, mais de quel massacre il s'agit exactement? On détruit des anciennes maisons, des palais, on construit des immeubles qui n'ont aucun style. Je veux dire, moi, je pense que c'est un massacre. On est en train d'effacer. Est-ce que vous faites référence à un quartier ou à une bâtisse en particulier? Par exemple, si je parle de Blida, par exemple. Blida, que j'adore, une ancienne ville de Blida. Il parlait du pain. C'est vrai, il y avait magnifiquement. Par exemple, Koléa, ils l'ont démoli. Koléa, l'ancienne ville, l'ancienne Casbah de Koléa, elle n'existe plus. Je veux dire, il y a des promotions, il y a les grandes surfaces. C'est une ville commerciale, elle attire de l'attention. Bon, pour nous, à Miliana, alhamdoulilah, c'est une ville qui se trouve en retrait, au pied d'une montagne, elle n'attire pas. Mais, alhamdoulilah, on a stoppé ces promoteurs, qui sont pour moi un danger, un véritable danger. J'espère que les hautes autorités du pays fassent quelque chose. Très bien. En tout cas, du coup, à travers vous, si vous me permettez, à travers votre intervention, vous voulez également attirer notre attention et nous dire que la société civile a réellement aujourd'hui un pouvoir d'action. Moi, je voulais partager juste notre expérience à Miliana, mais lors du projet la caravane, on a des amis, on a été derrière la création de quelques associations, on a milité pour le classement de Khalat Beni Rached au niveau de la ville de Relizane, une magnifique ville médiévale. Je veux dire, bon, mais le travail doit se faire par direction de la culture. C'est son rôle. Elle a des archéologues, elle a des architectes, elle a de l'argent. Je veux dire, la société civile, c'est vrai, elle a un rôle à jouer, mais on ne peut pas faire. C'est le rôle de l'État. Exactement, tout à fait. En principe, c'est un projet d'État, c'est un projet de société. Porté par l'État. Sur la protection du patrimoine. Je veux dire, ce qu'on va laisser pour la génération future. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est surtout ce qui se passe, par exemple, à Alger, pour les promoteurs, ce qu'ils font
au niveau de magnifiques quartiers, au Golfe, à Hedra, des quartiers résidentiels. Et les citoyens, bon, je ne sais pas si vous partagez, je parle à l'architecte qui est avec vous. Et qui est on a que des architectes aujourd'hui, pour celles qui viendraient. En tous les cas, dans notre association, il y a des architectes, il y a ma soeur, on travaille avec des archéologues aussi. Mais voilà, je voulais juste partager notre expérience. Inch'Allah, il y aura une prise de conscience avec le ministre. L'actuel ministre nous a promis. Je veux dire, c'est vrai, c'est un passionné du patrimoine. On compte, Inch'Allah, peut-être ça va changer avec le nouveau ministre. Merci pour votre intervention. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Puis à très bientôt, j'espère. 14h48 sur les ondes d'Alger. Chien 3, réhabilitation de nos villes, a commencé par Alger et la réhabilitation de la pêcherie et des voûtes du front de mer, je le disais, hein, un projet pour mettre en valeur les origines millénaires d'Al-Mahrousa. Vous disiez justement, quand vous parlez des origines, ou du moins de l'origine de ce projet Kadim Louni, je vous cite, hein, vous dites 20 ans sont passés depuis la présentation de la première mouture du projet dans les années 2000. Le projet est né dans des circonstances assez atypiques, nous avons entendu dire. Non, enfin, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, bon, mais ce qui est certain, c'est que j'avais expliqué plusieurs fois que c'était à l'initiative d'un concours international, et que ce concours international, effectivement, était avec pour objet plutôt... ouais, parce que vous dites, j'ai répondu au concours de manière complètement décalée. Oui, voilà. Oui, dans la mesure où ça parlait de... Vous parlez que vous vous étiez même trompé de cible, hein. Si on veut, puisque en fait le projet parlait de la réhabilitation et de la rénovation de la requalification, je ne me rappelle plus de l'expression de l'époque, mais en fait il s'agissait de la place des Martyrs. Oui. Et que le concours portait sur le réaménagement et la requalification de la place des Martyrs, et que moi j'avais dit que le projet de la place des Martyrs ne devait pas faire l'objet d'un projet en soi-même, mais que ce n'était que la SCRIFA de la ville, et que la relation avec la mer devait l'emporter, et que si on veut parler de la place des Martyrs, il fallait absolument en parler comme du hall de la ville pour aller vers la mer, et que la relation que réhabiliter la relation de la ville avec la mer devait être l'objet du projet. Donc j'avais fait une coupe schématique en disant la place des Martyrs ne peut être que l'articulation de la vieille ville et de l'ancienne et de la nouvelle, puisqu'elle articule les deux vers la mer, et que c'est comme ça que c'est parti. Et qu'est-ce que vous voulez dire, et j'ai commencé le débat. Et que la période, vous dites que la période coloniale, c'est pendant cette période coloniale qui a justement coupé la ville de la mer. Oui. Et c'est réellement ce qui a porté votre projet. Oui, c'est le fait que cette coupure, qui a été faite de manière volontaire, à 2 reprises d'ailleurs, successives dans l'histoire, une juste à la conquête, et la deuxième, donc au début du XXe, et qui a fait que l'Alger, qui a vécu des millénaires en relation directe avec la mer, s'en est trouvé coupé. Et que n'est resté que le panorama à partir du boulevard d'en haut. Quand je vous lis, quand je vous écoute, Kadim Louni à 14h, bientôt 51 minutes, j'ai comme l'impression de lire l'ouvrage d'un auteur. Parce que j'ai entendu dire que pour justement accepter ce projet et l'approcher, vous êtes allé interroger la pierre. À commencer, vous dites, je me suis rendu sur les lieux et j'ai interrogé la pierre. J'ai trouvé l'articulation entre la façade arabo-berbère et la façade française. Pour comprendre la stratification, nous sommes à une période où on doit se réapproprier le patrimoine, bon ou mauvais, mais nous ne sommes pas là pour démolir. Seulement, on doit mettre notre empreinte, celle avec laquelle nous nous reconnaissons culturellement et sur le plan identitaire. C'est réellement ça. Ne pas toucher à tout ce qui nous a été légué. Oui. Parce que nous avons un rapport assez particulier, pour ne pas dire assez passionnel, amour et haine avec justement le patrimoine colonial. Oui, de toute manière, c'est un patrimoine historique au même titre que les autres. Il faut aujourd'hui se l'approprier et le préserver surtout. Oui. Mais pour revenir à la fameuse phrase « j'ai interrogé la pierre », c'est parce qu'il fallait absolument comprendre comment s'est stratifiée cette partie de la ville. Et donc, il fallait remonter... Vous ont-elles répondu ? Oui, puisqu'ils m'ont donné les réponses. Il y a eu de la cruauté dans la manière avec laquelle notre patrimoine a été approché pendant la première partie coloniale, puisqu'on a démoli la façade pour en coller une de type classique pour en fait européaniser la ville. Et après le développement de la ville, donc à peu près entre 1832 et 1900, donc on a pensé
que la ville devait avoir un nouveau visage. On a fait l'actuelle façade. Là, on a pris toutes les précautions pour préserver la façade première coloniale. Et donc, vous voyez que la stratification s'est faite d'abord par un collage, si vous voulez, une démolition totale de la mémoire. Mais la mémoire coloniale, il fallait la préserver. Donc, nous avons une approche en disant que les différentes strates de façade front de mer qu'a connu la ville d'Alger doivent aujourd'hui connaître une nouvelle stratification, mais cette stratification doit absolument respecter les différences anciennes. Sinon, nous ne sommes pas dans une logique de démolition, dans une logique de recouture et d'appropriation de l'histoire dans tous ces ponts. Tout à fait. Il y a comme une forme d'écho entre votre discours et l'ouvrage que j'ai entre les mains, celui de Mounji Abdeltaif Dar Abdeltaif, je le rappelle, aux éditions Al-Bayazine. Elle parle de ses intentions, de cette volonté de départ quand à interroger la mémoire, l'histoire et la pierre. Elle dit le sujet était en gestation dans notre esprit depuis bien longtemps, le code qui se cache derrière l'architecture de la Médina d'Alger, El Jazaïr, ce code mystérieux, oublié ou peut-être jamais connu. Quel langage a pu donner naissance à ces édifices qui ont eu la capacité d'émouvoir tant de voyageurs, de poètes, d'artistes, d'architectes et autres? Comment lire l'invisible? Comment décoder ou déchiffrer cette architecture de grande valeur? Sans l'ombre d'un doute, l'Algérie tout entière mérite d'être décodée. Parce que de temps en temps, il faut un peu sortir d'Alger. Exactement, c'est ce que je dis souvent. On a un territoire tellement riche, tellement... On parle de stratification en plus. Oui. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Tout à l'heure, vous avez dit, à propos de la place des Martyrs, vous avez dit que c'est une srifa. Et si moi, j'ai envie de vous proposer, pourquoi ce ne serait pas un Ouestad-Dar? Oui, à une échelle urbaine. De toutes les manières, la Rapprochez-vous du micro, Karim. La Réunion. Parce qu'en fait, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, vous êtes une érudite en architecture, mais la réunion, la Srefa est d'abord un lieu de réunion. C'est d'abord la réunion de la famille. Oui. Et après, dans ces architectures vernaculaires, parce qu'en fait on a récupéré la fonction, sauf si on a donné un tracé régulier et classique à la place des Martyrs, mais elle existait bien avant, dans sa forme organique. Mais en fait la Réunion, comme la ville fonctionne par strate, encore une fois, on passe de l'espace privé familial à un espace semi-privé jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace urbain, c'est en fait l'espace de la Réunion aussi. La place est un espace statique de réunion, mais avec l'inconnu, avec monsieur tout le monde. Donc restituer l'espace aux riverains. Voilà, Ouestad-Dar, dans sa dimension urbaine, ça devient la place. Oui. Alors donc justement, un autre espace que nous allons aborder avant le flash d'information avec Brahim Mechou, je le rappelle, architecte enseignant, passionné de patrimoine. Vous nous disiez en début d'émission que vous étiez en train de travailler sur la Casbah de Délice. De quelle façon vous l'approchez? Pas vraiment travailler sur la Casbah, mais faire un projet à côté de la Casbah. Donc on est dans l'obligation de s'inspirer. Ne pas toucher à l'ossature ni à l'architecture. C'est un projet qui est totalement dissocié de la Casbah, mais il est collé à la Casbah. On ne peut pas ignorer... On ne peut pas l'aborder sans pour autant faire référence à l'histoire du lieu. Il y a la notion du lieu. On ne peut pas faire un projet dans un lieu pareil en ignorant l'histoire. Cette Casbah. Donc il fallait puiser dans ce site pour pouvoir prendre ce projet. Et il n'y a pas que la Casbah en elle-même, il y a tout le patrimoine immatériel aussi. Les noms des portes, les noms des quartiers, les noms des places. Il fallait reprendre tout ça, il fallait s'inspirer de tout ça pour pouvoir... Tous les repères. Voilà, les repères pour pouvoir construire et bâtir ce projet-là. Et le travail a été fait. Ouais. On s'est inspiré réellement de cette Casbah. Et c'est un site magnifique. Le patrimoine dans tous ses états, il en est question aujourd'hui au Café de la Troie pendant 2 heures. Et vous y êtes bien sûr invité à travers vos questions, vos réactions au 021 48 2x15. Le temps d'une respiration musicale et le flash d'information. Et on se retrouve bien sûr avec tous les empêcheurs des tournerons ronds aujourd'hui qui nous font le plaisir d'être avec nous ici au Café de la Troie à 14h56. Madame, monsieur, bonjour. Thé au café avec ou sans sucre. Toute l'actualité vous est servie sur un seul et même plateau, bien sûr, tous les jeudis de 14 et ce jusqu'à 16h, en compagnie de tous ceux qui font bouger les lignes. Architecture, restauration, réhabilitation, le patrimoine dans tous ses états, bien sûr, pour cette 2e heure ici au Café de la Troie.
Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Karim Louni. Bonjour. Bonjour. Alors donc nous parlions avec vous en première heure de la réhabilitation de nos villes, à commencer par Alger, en particulier pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours, de la réhabilitation de la pêcherie, mais également des voûtes du front de mer, un projet pour mettre en valeur les origines millénaires d'Al-Mahrousa. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Bounji Abdeltif, bonjour, architecte, plasticienne et auteur de l'ouvrage Dar Abdeltif aux éditions El Bayazine, mais également un autre ouvrage, Dar El Jazair, poétique d'un lieu, bien sûr, aux éditions de l'Harmattan si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, vous travaillez également sur un autre ouvrage sur lequel nous reviendrons bien sûr, c'est le langage codifié de Dar El Jazair. Un passionné d'architecture, mais également de peinture, allez savoir. Il s'agit de Brahim Meshouch, architecte enseignant. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation, bien sûr. Et puis, vos appels au 021 48 2x15. Pour revenir donc justement, Karim Louni, à ce que vous disiez lors de plusieurs interviews et concernant justement le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Vous dites qu'il faut réconcilier Alger avec ses éléments perdus. L'effacement de la mémoire a commencé à la Casbah. Toute reconstruction doit commencer ici pour réhabiliter la relation avec la mer. Nous devons donc justement contourner la volonté d'effacement de la mémoire entreprise par la colonisation, notamment en donnant le cachet européen à l'architecture et cacher l'architecture millénaire de la Médina aux références arabo-berbères et ottomanes. Comment aujourd'hui pouvez-vous justement restituer et donner une visibilité extraordinaire au poumon d'Alger, la Casbah, cette ville dans la ville? Bah, écoutez, souvent cette question a été posée et puis la réponse, enfin du moins la mienne, c'est que en changeant le statut de ce quartier, qui aujourd'hui était une périphérie, jusqu'à aujourd'hui était une périphérie dans la ville, nous espérons que, conjugué au travail qui est en train de se faire sur la haute Casbah, c'est-à-dire la partie des bâtiments de commandement, donc qui dans les travaux de restauration vont bon train, nous considérons et nous espérons qu'il va y avoir une espèce de phénomène de contamination positive sur tout le tissu qui va être enclavé entre les bâtiments du palais comment on appelle ça, au niveau de Babijdi, du palais du Dey, et le projet de la réhabilitation de la partie des voûtes, avec les différents projets qui sont en train de se lancer aussi sur tout autour de la place des Martyrs, d'Al-Hamra et les différentes mosquées. Tout ça va fatalement avoir une espèce de contamination positive et prendre en étau l'ensemble des bâtisses, bien sûr conjugué à la fois au fait que politiquement et la volonté politique est de lancer simultanément la réhabilitation de tout l'ensemble. C'est déjà sur le plan opérationnel une démarche. Maintenant sur le plan architectural, ça c'est la qualité des projets. La qualité des projets qui doivent ne pas être innocents. C'est-à-dire que nous sommes dans un site, je dis innocent entre guillemets. Nous sommes dans un site où la... J'apprécie vos guillemets. Hein. Voilà, innocent dans la mesure où nous devons faire des projets qui doivent parler. Qui doivent parler et qui doivent faire en sorte à ce que nous puissions nous intégrer de manière très subtile dans cette architecture plurielle. C'est pour ça que nous, dans notre démarche, nous sommes restés humbles. Nous sommes restés vraiment humbles. Notre architecture n'est faite que de blancheur, n'est faite que de lignes, n'est faite que de lignes d'horizon, de telle manière à ce que nous puissions être là comme un plateau qui met en évidence toutes ces architectures-là. Il ne peut en imposer une qui soit en fait un langage d'aujourd'hui que nous n'avons pas encore. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en construction identitaire. Oui. Donc, il n'est pas question de venir faire dans le plagiat. De se réapproprier sa propre identité architecturale. Nous sommes dans une phase de notre histoire et de notre identité où nous ne pouvons pas parler d'architecture algérienne encore. Donc, si nous pouvons être dans une forme d'humilité et de venir avec des lignes très pures, simplement pour mettre en évidence ce qui a déjà existé, nous avons déjà mis le premier pas. Des questions au 021 48 2x15. Qu'a-t-on réellement construit dans le concret depuis l'indépendance? Nous avons répondu à beaucoup de besoins. Mais on est avec un pays jeune qui n'avait pas encore... On était dans la construction de l'urgence, vous voulez dire? Oui, nous le sommes encore. La construction de l'urgence? Oui, nous le sommes encore. La colonisation a laissé le pays genou à terre, dans des conditions inhumaines. Et il fallait répondre et loger le plus grand nombre. Après, bon, c'est clair que fatalement l'équation de la qualité va arriver et va venir.
Mais il faut se situer dans les conditions de l'époque où il fallait répondre de manière urgente à des besoins, je dirais même, de sauvetage humanitaire. Alors, à propos d'urgence, justement, j'attendais l'occasion. L'illustre Edgar Morin, il a écrit une phrase extraordinaire. Il a dit, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. Bien sûr. Et nous sommes aujourd'hui dans cela, le retour aux sources. Oui. C'est un sujet architectural ou philosophique sur mais, lequel nous allons devoir plancher jusqu'à 16h. Mais l'architecture est aussi philosophique. Innocente. Éthique, voilà, philosophique. Il insiste sur l'innocence. Et puis même, ça n'arrange pas tout le monde, mais il y a aussi politique. Parce qu'il y en a qui se disent « Ah non, non, moi je suis architecte, je fais pas... » Non mais je suis désolée. À chaque geste, et on l'a vu dans l'histoire, quand Le Corbusier a fait le plan Obus d'Alger, il n'a pas fait de politique. Il a fait de la politique. On en fait toujours. Bien sûr. Même inconsciemment. J'aimerais bien entendre également le discours de Brahim Bechouch. Sommes-nous face aujourd'hui à des architectes sans architecture ? Je dirais pas ça. Projet, visualisation, nous avons provoqué je ne sais combien de débats autour des lauréats de la Charrette d'Or avec Akli Amrouche qui est aujourd'hui aussi responsable de la seule revue d'architecture, Vie de Ville, qui nous disait en ces termes-là, ce sont des architectes qui aujourd'hui nous échappent et qui sont récupérés par d'autres nations. On se recherche nous aussi. Même si Karim Loné a des doutes, je vois sa gestuelle comme ça du coin de l'œil. On se recherche nous aussi en tant qu'architecte. On revient à la quête. Voilà, donc c'est vrai que la majorité de ces jeunes architectes font de la figuration. Il y a de l'architecture 3D. Oui. Maintenant, il y a les outils informatiques, il y a la manière comment exposer ces projets. La majorité font ça. Vous avez connu le Critérium et le Cutch et tout Oui. À votre période Non. J'ai connu le Critérium, le Cutch. C'était la limite. Et j'ai fait beaucoup de mains levées. D'accord. J'ai dessiné beaucoup en main levée. Vous êtes intergénérationnel en matière d'architecture. J'étais à l'époque où il y a eu la translation de dessin à la main vers le... Et du coup, vous faites partie de quelle école de l'architecture 3D ou du Cutch et... Des deux. D2. On doit passer par la main. Et après, pour vendre son projet, il faut utiliser de la technologie quand même. Ouais. Vu qu'on est en 2025, donc on ne peut plus exposer un projet à la main. Maintenant, c'est presque impossible. Même par rapport au maître d'ouvrage, c'est presque... inconcevable d'exposer son projet à la main. Donc maintenant il faut utiliser les outils qui s'offrent à nous, mais il ne faut jamais oublier la dimension humaine qui est la main. Concevoir son projet. Voilà, l'humain. On reste dans la quête et surtout l'aventure humaine. Construire son projet ou concevoir son projet, la naissance du projet, je pense qu'elle doit se faire à la main. Il y a la dimension humaine. Et après, vendre son projet, c'est du marketing, c'est autre chose. Voilà. Très bien, alors justement dans son ouvrage, Moudjih Abdelteif nous parle donc justement du patrimoine. Et elle le dit, je vous cite à la page 15 de votre ouvrage, Abdelteif, paru aux éditions El Bayazine, vous dites « Un patrimoine aussi lourd de signification et de complexité doit suggérer un intérêt croissant de la part de plusieurs disciplines concernées. Histoire, anthropologie, sociologie, arts plastiques, mathématiques, biologie et archéologie. Et l'humain est au centre de tout. » Oui, c'est d'abord une discipline humaine. Oui, on construit pluridisciplinaire. Non, mais on construit pour qui? Pour l'humain, pour le bien-être de l'humain. Quand M. Louni fait un projet pour les Algérois, pour les citadins, en fait, il s'adresse à une société, il voudrait leur bien-être, qu'ils puissent consommer leur ville de façon... qu'ils puissent s'épanouir là-bas. Finalement, nous, les Algériens, on ne demande pas grand-chose. Hein. On veut... Mais nous sommes exigeants. Hein. Non, on n'a pas atteint encore le niveau d'exigence des pays développés. Maintenant, nous, on voudrait vivre nos villes à l'aise et puis prendre conscience de l'urbain. Ouais. On voudrait être chez nous, dans nos villes, et s'exprimer. Puis quand je vois la partie de Bab el Oued, les gens sont en train de s'éclater là-bas, ils sont en train de... Vous savez, nous avons commencé ce projet
nous avions commencé, au début de ce projet, nous avions commencé donc, le grand schéma d'occupation du sol. Et donc l'idée était venue de commencer d'abord l'aménagement des quais. En fait, c'était l'aboutissement du projet. Voilà. Et la démarche a été complètement à l'envers par rapport à une démarche classique. C'est-à-dire que tout le projet de la réappropriation de la mer, c'était pour arriver au quai. Et puis on a considéré qu'il fallait donc inverser tout le processus et commencer par les quais, qui étaient en fait l'aboutissement du projet, pour déjà commencer à changer le type de fréquentation du site. Et au début, je ne peux pas vous raconter tous les problèmes que nous avons eus avec l'entreprise de réalisation, parce que nous avons dérangé un ordre établi. C'était un ordre constitué de voyous, constitué de drogués, parce que c'était mal fréquenté, c'était une périphérie dans la ville. Et donc, j'avais prononcé, et j'avais dit d'ailleurs aux autorités, chaque fois que je présentais ce projet, j'avais dit, si nous arrivons un jour, est-ce que nos sœurs et nos mères aillent dans ce site toutes seules, sans être chaperonnées, nous avons réussi. Il y a un mot pour toi, pour ça, c'est sécurité. J'avais dit, la sécurité pour moi, c'est que nos sœurs et nos mères et nos femmes puissent aller se mouvoir et aller se promener sur cette partie de la ville. Aujourd'hui, je vous demande d'aller. Eh bien, justement, il y a une journaliste, justement, qui oui, attendez. Et vous verrez que c'est à 90% fréquenté par des jeunes filles et des mamans, toutes seules, en train de se promener sur les quais. Et ça, c'est ça le pari gagné. Très bien. Alors, donc, justement, on parle de challenge, Karim Louni. Karim Louni devant le challenge de revoir les incohérences du site, ce qui ne fonctionne pas pour définir les nouveaux objectifs. Une recouture urbaine du site avant de le dessiner. En 20 ans, le site a beaucoup changé, vous dites. Il y a le métro, les fouilles archéologiques, les travaux de la Casbah, les circuits touristiques. Nous avons pris en considération tous ces éléments, bien d'autres. Nous avons fait des enquêtes, des études nécessaires avant de présenter la nouvelle mouture. L'architecte, quand une journaliste parle de vous, dit que vous devez présenter le nouveau projet au service de la Wilaya d'Alger. L'esplanade de la pêcherie sera dotée de 2 restaurants pour rendre visible, ou du moins viable, la pêcherie. Un parking de 400 places sera aménagé au sous-sol de l'esplanade. Et surtout, sortir la Casbah de son enclave. Oui. Paris gagné. On espère. Non, ça c'est de l'ambition. C'est de l'ambition. Oui. C'est-à-dire que, bon, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais déjà, avoir l'intention de soulager cette Médina, de lui permettre de respirer un peu. C'est l'un des poumons d'Alger. De la livrer à tout le... Aux riverains, tout ce qui traverse. Oui, oui. Exactement ça. Karim, oui, Karim Bis. Quand nous avions ouvert et que le site a été inauguré, moi personnellement, je considère que l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, rares sont les projets qui ont été accueillis avec autant d'enthousiasme par la population et les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a des phrases ontologiques qui sont rentrées dans l'histoire. C'est Zaïr Kharj Istanbul li fikr Shah. Ça, j'ai trouvé ça. Voilà. Par exemple, c'est une poésie. C'est une poésie. Ça, c'était les expressions et les gens étaient étonnés de voir que la mer était aussi proche. Que les quais étaient accessibles, c'était quelque part une révolution. On nous a enfin restitué notre bien. On nous a enfin restitué. Aujourd'hui, le plaisir, moi, quand je me mets, avant-hier, j'étais avec une délégation, je m'étais mis sur le front de mer en haut, et je regardais les quais, et je voyais 3 femmes de différents âges assis sur les quais, sur le bord des quais, les pieds qui flottaient au niveau de l'air, tranquilles en train de discuter. C'est une image, c'est un exploit puisqu'elles étaient libres dans leur pays. C'est un challenge relevé. C'est un challenge relevé, Karim Louni. Pour les parties d'aujourd'hui. Pour le moment, en tout cas. C'est ça, il faut que les gens soient à l'aise là-bas, dans un endroit comme ça qui est extraordinaire d'un point de vue densité historique. Il faut que les gens soient à l'aise. Bien sûr. Moi, je suis réellement dans le questionnement en ce qui vous concerne. Pour revenir à quelques-uns de vos ouvrages, plasticienne, architecte, auteur de l'ouvrage Dar Abdeltaif, mais également Dar El Jazaïr, poétique d'un lieu aux éditions de l'Harmattan. Je le rappelle, où il y a ce dialogue, j'allais dire, entre l'architecture et la poésie. Et là, du coup, vous êtes en train de travailler sur le langage codifié de Dar El Jazaïr. Vous êtes toujours encore une fois dans ce questionnement et j'aimerais bien avoir quelques
quelques réponses avant la fermeture des portes du Café de la Troie. Vous dites, en ce qui concerne le patrimoine, vous dites comment lire l'invisible, comment décoder ou déchiffrer cette architecture de grande valeur. Sans l'ombre d'un doute, l'Algérie tout entière mérite d'être décodée. Alors, à propos, tout à l'heure, je crois que c'est M. Louni qui a fait allusion à ça, et vous avez parlé d'un classement, le classement, bon, à une certaine échelle. Moi, j'ai commencé par me poser la question, pourquoi le Jazaïr a été classé patrimoine universel. C'est-à-dire qu'un jour, elle appartient au monde. Mais ma question était assez fondamentale, parce qu'avec quoi on appartient au monde? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va partager avec le monde? Et petit à petit, au fil de la réflexion, en fait, ce fameux code, il a une partie, c'est l'échelle universelle. C'est une partie. C'est des règles que je n'ai pas le temps de citer maintenant. Ce sont des règles comme le nombre d'or, c'est des règles mathématiques que toute l'architecture du patrimoine du monde entier partage. Ben vous le dites, hein, à travers le monde, la préoccupation des œuvres patrimoniales et de l'héritage historique en général devient un sujet partagé, une problématique qui rassemble. Voilà. Décoder une architecture patrimoniale à Alger signifie ouvrir une porte sur des domaines d'investigation très vastes et passionnants. Cela signifie aussi mettre à la portée de tous une base identitaire, une appartenance à une société civilisée qui a su habiter et faire évoluer son cadre de vie. Bon, à l'époque, quand je l'ai écrit, j'avoue que je voulais être un peu provocatrice, parce que... Ah, vous l'êtes toujours, hein. Non. Vous l'êtes toujours, ça, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons. C'est pour mettre un peu plus de... Non, mais je suis pas provocatrice à l'oral. J'ai une difficulté avec l'oral, mais seulement quand j'écris, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de... Oui. Alors, à propos des échelles, je suis à l'échelle mondiale. Et donc, le classement, c'est l'échelle mondiale. Ensuite, il y a l'échelle méditerranéenne. C'est-à-dire que l'Algérie fait partie du bassin. Et il se trouve que l'architecture, dans les riverains du bassin, il y a beaucoup de points communs. C'est quand vous voyez l'Espagne, la Grèce, l'Italie et tout, et on a beaucoup de choses en commun. Et après, on a l'autre échelle qui est celle du Maghreb. Les pays du Maghreb partagent énormément de choses, vu qu'à un moment donné d'histoire, c'était un seul territoire. Ensuite, c'est toujours l'Algérie et Alger. Très bien, mais vous voyez comment on descend? Bien sûr, mais je crois que si déjà on arrive à classer, et que nous ayons nous-mêmes la volonté de classer et de protéger notre patrimoine, sans rentrer dans les échelles plus larges, hein, il faudrait qu'il y ait un sursaut. Il faudrait qu'il y ait un sursaut pour reconnaître que nous avons des éléments qui nous appartiennent et qui sont partie intégrante de notre personnalité, de notre identité. Qu'on prenne conscience. Qu'on en prenne conscience et qu'on puisse mettre les choses en marche pour pouvoir les classer et les préserver. Après que les autres régions, que ce soit la région maghrébine ou la région universelle ou la région africaine, puissent considérer que nous avons une part importante dans l'écriture de l'histoire de ces régions. C'est tant mieux. Mais déjà, moi, je considère que nous devons faire l'exercice avec nous-mêmes. Tout à fait. Nous n'avons pas besoin de prouver qui que ce soit ou à quelque niveau que ce soit ce que devrait être notre patrimoine. Après que eux puissent se reconnaître en nous comme ayant apporté des choses à l'universalité ou à la région, tant mieux. D'où la question de l'animateur et également de l'ouvrage de Mounji Abdeltaïf. Pourquoi ne pouvons-nous pas fonder une nouvelle architecture dans les principes de l'ancienne sans détruire celle-ci ou copier aveuglement ses formes apparentes? Et là, je pose la question au jeune architecte Brahim Chouch. Peut-on réellement parler aujourd'hui d'une architecture identitairement algérienne, algéro-algérienne? Pas encore, mais c'est en bonne voie. Moi, je pense que on devrait faire participer l'université dans c'est un bon sujet. On devrait faire participer l'université, la formation dans la vie pratique. Moi, j'ai eu la chance d'exercer, d'avoir les deux casquettes, à la fois enseigner et exercer, et ça m'a mûri en tant qu'architecte. De mener à la fois pratiquer l'architecture et mener la théorie et la pratique. Voilà, mener des recherches en parallèle, soit à travers des diplômes poussés, soit à travers mes étudiants que j'encadre au niveau de l'atelier. Et je trouve que l'université ne joue pas assez son rôle
dans le domaine de la construction en Algérie. Et ça pourrait, l'université peut apporter énormément de réponses et aider les architectes praticiens à trouver des solutions et peut-être établir les bases d'une architecture algéroise ou algérienne. Et c'est mon point de vue de toute manière. Voilà. Et elle peut aider, mais pas que. Parce qu'en fait, les architectures ne sont pas liées aux États-nations. Elles sont liées à un territoire. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on peut parler d'une architecture algérienne au sens de l'État-nation. On doit parler d'une architecture liée au territoire. Il faudra décrypter tout cela. Et laisser la stratification et la décantation se faire. De toute manière, ça ne se décrète pas. On ne peut pas décréter par décision que cette architecture ou telle. C'est l'histoire et les constructions elles-mêmes qui vont faire en sorte à ce que nous considérons qu'à un moment donné de l'histoire, il y ait reconnaissance d'un style, et d'un code qui fasse que nous allons, pour la mémoire collective, reconnaître que cette architecture appartient à un territoire. Il y a justement un auditeur, Brahim de Chiraga, pas la peine de mettre vos casques parce qu'il ne souhaiterait pas intervenir. Il disait, Monsieur Amiti, depuis le début de l'émission, vous nous parlez d'architecture et je ne vous ai pas entendu nous parler d'urbanisme. Il a tout à fait raison. Oui, alors rapprochez-vous. Il a tout à fait raison. Merci pour l'animateur alors. Non, mais parce qu'en nous fait, parlez pour nous, d'architecture, c'est une déformation professionnelle. Et à quel moment vous nous avez parlé d'urbanisme? Nous avons parlé que d'urbanisme depuis tout à l'heure. Oui, non, mais sauf qu'aujourd'hui on parle souvent de construction et pas d'urbanisme. Parce qu'on a parlé d'architecture urbaine. Attendez, et en particulier avec les nouvelles constructions. L'architecture urbaine. L'architecture urbaine. L'urbanisme est un instrument. Oui. Par contre, l'architecture urbaine est une discipline, un métier, un qualificatif plus approprié. Et si nous prenions un petit peu de hauteur, Karim Louni, à 15h25 sur les ondes d'Alger, chaîne 3, à travers justement avoir une vue, j'allais dire, panoramique d'Alger, à travers un ascenseur, si vous le permettez. Alors justement, cet ascenseur-là qui pose aujourd'hui problème. L'objectif à travers l'ascenseur urbain est de rééquilibrer les références sur le plan de l'image que projette Alger aux visiteurs. Arrivé au sommet, le visiteur verra la Casbah à ses pieds. Il pourra admirer ses terrasses, ses ruelles, ses monuments. De plus, il n'est plus possible que la basilique Notre-Dame d'Afrique, qui demeure un patrimoine inestimable, soit l'unique monument qui accueille le visiteur entrant dans le port. Il faut que nous mettions notre identité en avant. C'est ce qui explique justement la référence réutilisée évidemment du minaret de Jabal al-Kbir pour la conception de l'ascenseur. Qu'est-ce qui pose réellement problème dans cet ascenseur-là et sur ce site? Pardon. Oui. Admirer les terrasses. Oui. Ah d'accord. Les terrasses d'Alger ne sont pas censées être vues de nulle part. Mais l'échelle fait qu'on aurait pu les admirer de loin simplement. C'est vrai que dans l'architecture... Non, mais il faut également expliquer la problématique, entre parenthèses, ou la réalisation architecturale à nos auditeurs qui ne savent pas c'est quoi cet ascenseur-là sur ce site. C'est une idée intéressante. Mais bien sûr, l'ascenseur être toujours dans l'ascension et la verticalité. Voilà. Enfin, l'ascenseur, ce projet a connu plusieurs versions. Voilà. Parmi les versions que nous avions conçues à l'époque, il devait y avoir une figure, une statue qui devait monter, qui devait personnaliser Alger. Donc on avait plusieurs temps. Parmi d'autres, il y avait aussi une version où nous avions proposé un ascenseur qui devait monter pour contourner en fait que la Casbah ne soit pas visible, que cet ascenseur devait monter à la côte 108 principalement, qui est la côte de Bab Jdid, et qui permettrait à ce que le visiteur finisse sa promenade tout le long de la Casbah, à travers ou le long des limites, pour aboutir en fait vers cet ascenseur qui devrait offrir un belvédère au niveau du dernier étage de 100 mètres. De 100 mètres pour pouvoir admirer toute la ville, aussi bien du côté front de mer que du côté de la Casbah. Bon, projet. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, Karim Louni? Rien, aucun problème. De toute manière, écoutez, un projet, c'est de la concertation. Attendez, mais moi quand je voulais, parce que les animateurs font que des recherches avant d'inviter les perturbateurs, entre parenthèses, vous disiez que cela a été prévu pour 100 mètres et aujourd'hui, le projet a été revu à la baisse avec parce que le projet, c'est d'abord la 20 concertation. mètres. Alors, il y a quand même une grande différence entre 20 et 100 mètres, Karim Louni. C'était le principe de l'ascenseur qui a été retenu. Non, mais on peut retenir le concept. Bien sûr, on a retenu le concept. Et puis là, dans le cadre mais on peut pas aller au-delà de 20 mètres. Non, ça s'étudie. La concertation a fini à ce que l'ascenseur aboutisse à un projet aujourd'hui qui est fait de 25 mètres, qui nous permet quand même d'admirer à partir de l'ascenseur aussi bien la baie d'Alger que la Casbah. Mais bon, au début.
Oui, l'ascenseur est panoramique. C'est un bien, bloc de verre, hein, c'est un mais- bloc de verre Oui. qui vous permet d'avoir un regard à 360 C'est degrés au niveau où nous sommes. Nous montons quand même au niveau du boulevard. Avoir le vertige d'Alger, quoi. Le Jusqu'à vertige on avoir le d'Alger, de vertige toutes les d'Alger. manières, c'est déjà d'être dans une boîte de verre et de regarder à 360 degrés à Alger, c'est déjà le principe. Ouais. Maintenant à 100 mètres, 60 mètres, 50 mètres. C'est une pas le première dans le principe. Maghreb ou dans le monde arabe? Je sais pas, je peux pas vous répondre. Mais ce qui est certain, c'est que l'approche comme ça, conjuguée sur un site aussi compliqué, avec un projet aussi fort, je pense que c'est une première, effectivement. Quand est-ce qu'on pourra prendre cet ascenseur, Karim Louni? Disons dans un an et demi. On fera le point dans un an, vous et moi, Inch'Allah. ici même en direct dans l'ascenseur. Avec plaisir. On fera une émission à partir de l'ascenseur. Très très bien. Nous allons voler très haut sur les 1200 mètres grandes ondes, j'allais dire. Le langage codifié de Dar Abdel Taif, de Dar Kedij, de Dar El Jazair. Vous êtes réellement dans le questionnement et ce langage, comment le simplifier, comment le codifier et comment le restituer et comment l'offrir aux auditeurs pour qu'ils le comprennent enfin, mon Djia Abdel Taif. Alors, ce code, j'allais dire, je suis Qu'est-ce désolée. que le code? Je suis désolée, mais il s'agit de mathématiques Oui. d'abord. D'accord. C'est-à-dire que les règles sont d'abord mathématiques. Ensuite, il y a un certain nombre de règles qui sont, disons, puisées dans ce que l'on lit. Tout à l'heure, M. Louni parlait de lecture. C'est-à-dire qu'il y a une lecture aussi scientifique de ces diars. Et il y a un moment où j'ai du mal à utiliser le mot bâtisse, parce que c'est une architecture. Et elle comprend la bâtisse, c'est le côté constructif, le côté les murs, et c'est quelque chose de palpable. Mais l'architecture, c'est tellement plus vaste. Donc le code, en fait, il touche des domaines. Et avec ce code, on est capable après de prévoir la modernité de cette architecture. Alors, je donne un exemple et tout le monde adhère. L'Espagne. L'Espagne, elle a eu des diars andalouses. Tout à fait. Entre les mains. Quand on visite Cordoue, on n'en sort pas indemne. Alors, il n'y a pas que Cordoue. Moi, j'ai fait 4 séjours en Andalousie et j'étais dans une admiration infinie devant la modernisation des diars. C'est-à-dire qu'ils prennent, par exemple, les diars de Grenade. Ouais. Ils prennent la dalle exactement l'authentique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être restaurée, bien sûr, et ils lui injectent des éléments de modernité. Et ça donne un petit paradis. Par exemple, elles sont découvertes en général. Tout à fait, et puis le climat, c'est un climat agréable et tout. Mais vous prenez la télécommande en hiver, puis vous fermez votre oustadar. Donc ils mettent par exemple un petit ascenseur justement transparent au niveau du oustadar, très discret. Un peu là où Bekri on mettait le puits. Il y avait la niche du puits. Alors ils mettent cette... parce que... D'où l'humilité de l'approche. Oui, exactement. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ça, il faut voir Je vous ai pas contredit, hein, donc c'est pas la peine de me regarder comme ça, Karim Louni. Hein. Voilà, c'est-à-dire que eux, et pendant les années de la Reconquista, ils ont fait leur crise et ils ont beaucoup démoli. Mais à un moment donné, ils se sont ressaisis et là, ils conservent précieusement et ils connaissent la valeur. Mais eux, ils connaissent le code. Ce fameux code, ils le connaissent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent restaurer. On ne peut pas restaurer. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je le dis, je parle de décryptage. En anglais, c'est decipher. Donc, on décrypte, c'est-à-dire qu'il y a des lois et des règles, et ce n'est pas simple. C'est pas simple du tout. Donc, je crois que Djia Abdel Taif va certainement s'associer avec un réalisateur américain pour écrire et décoder justement le code, le Da Vinci Code. Hein, c'est par rapport à décontinuer. J'adore. Justement, voilà, pour arriver à codifier, à comprendre, à simplifier et approcher vos codes à vous. Donc justement, vous êtes toujours resté dans de son langage et cette passion architecturale. Je propose, Inch'Allah, quand il va sortir, ça va être un petit truc comme ça. Ouais. Je propose un essai de code. Alors, je rejoins M. Louni à propos de l'humilité, la modestie. Il faut y aller doucement avec le patrimoine parce que potentiellement, on ne sait pas. Donc, quand on est dans la position de on ne sait pas,
on est prudent. Et on avance à petits pas. Et je vais voir ce que moi j'ai rien à perdre. Quand une recherche aboutit, on la livre au public, eh ben on va en discuter, n'est-ce pas? Très bien, écoutez, on va cette fois-ci discuter d'architecture et de poésie. Cela est enfin possible. Et cela a été le cas du moins à travers votre ouvrage, Dar el-Jazaïr, poétique d'un lieu, paru aux éditions de l'Harmattan. D'abord, pourquoi l'avoir édité là-bas? Pourquoi pas ici? Ah, alors ça c'est... Oui. Enfin, moi j'ai eu l'avantage d'avoir un exemplaire, hein, parce que bon, on fait ce métier, c'est aussi l'un des rares alors, je vais faire un points positifs de pouvoir avoir des livres gratuitement, et les lire surtout. Hein. D'accord. Oui. Alors, je fais un petit résumé. Nous étions en 2020. J'arrive avec le manuscrit de Dar el-Jazaïr, poésie, surtout poésie. Moi, il y a du texte, il y a des images et tout. Et je vais vers El Bayazine, qui est mon éditrice. Oui, qui a fait du très bon boulot au passage. Voilà. Donc, on était au début du Covid. Ouais. Elle n'avait pas de budget. Elle ne pouvait pas financer. Mais tout s'est arrêté. Mais on l'a travaillé ce livre. Il est arrivé jusqu'à, ça y est, c'est ficelé, c'est bon, dernière mouture, ça va. Et elle n'avait pas les moyens. Et elle m'a dit, comme ça, gentiment, elle m'a dit, peut-être il faut s'adresser à d'autres maisons d'édition. Quand je suis allée vers les autres, elles étaient toutes ruinées à ce moment-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut que ce livre sorte, parce qu'en plus, moi, je suis sur un autre registre déjà. Eh ben, j'ai écrit à des maisons d'édition ailleurs, et puis c'est l'Harmattan qui m'a répondu, et puis voilà, je me suis lancée. Mais franchement, j'aurais voulu qu'il sorte chez nous. Mais penser aujourd'hui à une coédition, ça aurait été également souhaitable. C'est prévisible. Très bien. Quel est le rapport entre l'architecture et la poésie, justement? Mon Dieu. Peut-on être architecte sans être poète? Et là, du coup, Vous permettez que mes collègues oui. Répondent avant moi? La relation entre la poésie. Je ne sais pas si Karim Louni a un sûr. semblant de poésie dans son regard, encore moins dans sa posture. Oui, Karim Louni. Je prends ça comme un compliment. Oui. Alors, le rapport poésie, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous le... Bien sûr. On ne peut pas être créateur sans être poète. Ouais. Heureusement. Il y a une forme de poésie ou de philosophie. L'architecte est poète. Que la poésie, c'est d'abord de la prose, c'est d'abord une rhétorique, c'est d'abord un rythme, c'est d'abord la recherche du beau dans la manière et dans le langage. Ouais. Et l'architecture, c'est un rythme, c'est la recherche du beau dans le langage, à part que les outils sont différents. Voilà. Dans le cadre de la poésie, on utilise des mots, et dans le cadre de l'architecture, on utilise des formes et toutes les approches créatives. Il joint le geste au verbe hein, quand il parle. Toutes les approches il est méditerranéen. Mais moi, je le connais depuis pas longtemps, mais j'avais prévu qu'il parle de ça. Vu le projet qu'il a fait, justement. Mais toutes les approches créatives ont quelque part des ressemblances dans la trame de la création. Que ce soit le cinéaste, que ce soit l'architecte, que ce soit le poète, la trame c'est la même. On utilise des instruments ou des outils qui, de prime abord, n'ont aucune commune mesure, mais on en fait un montage pour en faire quelque chose de beau. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, il y ait, au-delà du beau, il y ait des messages. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Donc le cinéaste passe des messages à travers ses films, la poète passe aussi des messages à travers sa prose, et l'architecte devrait passer des messages. Les arts sont connectés. Les arts sont connectés. On a le signal, on a capté le signal. Oui, oui. Brahim Mechouch serait-il poète sans le savoir? J'ai bien fait de leur donner la parole. Oui, mais avant, je vais revenir vers vous. Hein. Moudji Abdeltaïf. Certainement. Certainement, chaque architecte est un poète. Comme a dit M. Louni, l'outil avec d'autres outils, soit la forme, soit il y a ceux qui ne maîtrisent pas le dessin, mais la réflexion en elle-même, c'est une poésie. Créer un projet de pratiquement rien, un terrain nu, il faut être poète pour faire ça. On peut pas. Le terrain, c'est la feuille blanche. C'est la voilà. Donc, on ne peut pas être architecte sans avoir les arts dans l'âme.
Oui, tout à fait. Alors, justement, le rapport poésie et architecture, vous en avez fait tout un ouvrage, Mounji Abdeltif, et vous nous avez prouvé que, justement, il nous est pratiquement, du moins pour vous, les bâtisseurs de nos imaginaires, impossible pour vous d'imaginer ou de construire sans pour autant avoir une once de poésie ou de philosophie. Tout à fait. Mais excusez-moi, mais à propos des poèmes, il y en a, je crois, 35. Ces poèmes-là, ils sont nés de circonstances un peu... c'est-à-dire, en fait, je n'avais pas vraiment programmé. Ça a été d'une certaine spontanéité. En fait, j'avais beaucoup de choses à dire concernant la Médina. J'avais même un petit peu de colère et les choses n'ont pas évolué comme j'aurais voulu. Et en même temps, un peu de puissance, parce que je me suis dit pourquoi je ne participe pas, pourquoi je suis incapable de faire quelque chose et tout. Donc tout ça s'est mêlé dans ma tête et c'est sorti presque d'un jet. Ça m'a pris un mois pour faire tout. Oui, ça m'a pris un mois. Mais en fait, c'était en moi. Il fallait que ça sorte. Et ça m'a fait comme une thérapie. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'avec mes poèmes, j'ai un peu participé à... J'ai donné ma perception de cette Médina. Je l'ai faite parler. Vous l'avez interrogée. Dans les poèmes, elle parle. Tout à fait. Et elle s'adresse... Vous lui donnez une voix. Si vous vous souvenez, elle s'adresse à ses enfants qui l'ont laissé tomber, ces enfants qui ne connaissent pas sa valeur, qui l'ont malmenée, maltraitée et qui la laissent, c'est-à-dire comme ça, elle s'en va en déliquescence. Voilà, je l'ai faite parler et j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait un petit peu pour elle. Vous a-t-elle répondu et que vous a-t-elle dit dans ces conditions-là? Aujourd'hui, un troisième ouvrage s'impose, Mounji Abdeltif. Oui, enfin, la poésie, je l'ai mise un moment de côté, mais là, je suis vraiment dans le concret, quoi. J'ai envie, j'ai fait une tentative pour la décoder, je propose ce code, et puis vraiment, je le mets à la discussion. Ouais. Vous savez quoi? Il y a une auditrice, une ancienne élève à vous, à l'école d'architecture, qui s'appelle Nassima B. Elle ne nous a pas donné plus de précisions, qui nous a posé la question à Madame Mounji Abdeltif. Dites-lui, si un jour, est-ce qu'un jour, Mounji Abdeltif pouvait sortir de sa Médina, où irait-elle? De mon vivant, je ne sortirai pas de la Médina. Oui, c'était sa question. Parce qu'elle nous, pendant des années... C'est un puits, vous savez, un puits sans fond. Ouais. Oui, j'en suis convaincue. Parce que qu'est-ce qui se passe? Juste une petite parenthèse. J'ai reçu une amie américaine et elle a découvert donc, cette architecture. Elle était très troublée et quand je l'ai emmenée à la terrasse de Dar Abdeltif, on était là-bas. La maison de vos aïeux. Voilà. Ouais. Bon, je remercie mon aïeul. En fait, il devait être un peu artiste sur les bords parce que le site et puis c'est tout un monde. Et je me dis, le mérite qu'il a, c'est de l'avoir acheté et puis de l'avoir, il en a pris soin. C'est notre ville à Médicis. Hein. Voilà, exactement. Alors l'américaine me dit, on était à la terrasse, elle me dit, you have to dig, creuser. C'est-à-dire pour connaître cette architecture, il faut creuser. Donc il faut rester là-bas longtemps. Ouais. Il ne faut pas aller ailleurs chercher cette connaissance. Vous y avez habité à un moment donné, vous avez posé, parce que bon, à un moment donné, Karim Louni a questionné la pierre. Est-ce que vous-même l'avez réellement fait pour l'écriture de ce bel ouvrage de Dar Abdeltif, Mounji Abdeltif? Écoutez, avez-vous passé la nuit? Parce que Mariam Ait Lahara, qui est aujourd'hui responsable des arts visuels, qui était à cette même place que vous occupez aujourd'hui, nous disait en ces termes-là, je suis plus que persuadé qu'il y a des âmes, que c'est une maison habitée. Ça, c'est tout un discours. Hein. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Ouais. Éteignons les lumières, s'il vous plaît, mais d'abord. C'est le côté occulte. Donnez-nous vos mains, nous allons aborder un côté spirituel. J'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un parle de tous les gardiens qui ont défilé dans cette demeure. Oui. Les gardiens, ils sont à la porte. Moi, j'en ai rencontré une dizaine. Et voilà. Ouais. Donc, non, mais les gardiens, ils me disaient, la nuit, c'est un autre monde. Il y a des gens là-bas.
Voilà. Donc on est dans l'occulte. C'est bien. Il y a des gens, elle est habitée. Hey. Les esprits. Ils me disent, les gardiens. Ils me disent, mais ça, c'est un discours qui est porté même sur les dires de la Casbah. Elles ont une âme. Elles sont habitées. Oui, le mahrousa, c'est très fort. Nous allons aborder des questions assez... Le côté spirituel, mahrousa, spirituellement. Oui, je vous demande de vous taire, s'il vous plaît. Nous allons revenir donc justement à ce projet à 15h43 sur les ondes d'LG 3. Karim Louni, la culture, vous dites, soutient le lieu. C'est une chose, c'est un point très important avec lequel nous allons peut-être finir l'émission d'aujourd'hui. Vous dites, pour amener les gens vers la mer, il faut que le projet soit porté par des activités culturelles. Et dans votre projet, vous transformez l'emblématique rampe de la pêcherie en librairie des arts et des lettres et surtout une galerie d'art. La station métro muséale Place des Martyrs sera renforcée avec un passage urbain en liaison avec les fouilles archéologiques et les voûtes historiques, le tout pour la reconnaissance du premier port de plaisance de la ville d'Alger. Tout à fait. C'est tout un projet, encore une fois, à travers... Je vous avais dit, de toute manière, le projet a une approche plurielle. Et comme c'est un projet de recouture, il faut qu'il remette à l'ordre du jour tous les segments qui font une ville, c'est-à-dire l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect culturel, et puis même surtout l'aspect économique. Et là, on est à cheval entre l'aspect de l'économie du tourisme, l'aspect de l'économie bleue, l'aspect de l'économie urbaine. Enfin, c'est vraiment un foisonnement. C'est toute la richesse du site qui recèle. Là, ce site recèle des richesses extraordinaires. Ouais, vous estimez qu'il est important de valoriser son passé en imposant une signature contemporaine, empruntant ses références de toutes celles qui existent dans le site, tout en arborant bien sûr fièrement ses origines millénaires. Ce n'est qu'à ce prix, vous dites, que l'on arrivera à durer et à se relever de la tentative d'effacement mémoriel qu'a infligé l'expédition coloniale à notre mémoire collective. Oui, très bien. Oui. Oui, tout à fait. De toutes les manières, cette démarche, nous l'avons exposée depuis le premier jour. Et elle est encore à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'il est important à ce que les projets, comme je le dis souvent, ne soient jamais innocents. Dans ce genre de projet, il faut pas que l'approche soit doté, si vous voulez. C'est pas des projets de construction qu'on aborde dans ce type de site. Encore moins de destruction. Encore moins, on n'en est même pas là. Mais c'est pas des projets de construction. On a l'occasion de faire des projets de construction simplement parce qu'on doit répondre à un besoin, mais dans ce site, il faut avoir la lourde responsabilité de pouvoir déceler la multidimension de ce type de site. Et quand on approche ce projet, il faut savoir qu'il y a des questionnements nécessaires qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut concerter avec les différentes instances ou les différentes forces en présence au sens large du terme, les scientifiques, les responsables, les universitaires, tout ça fait que vous pouvez aboutir à la fin à un projet concerté. Et vous estimez que la réconciliation de la Médina avec la mer n'est que justice pour la mémoire des lieux. Durant un siècle, la Casbah a vécu coupée de son milieu naturel, la mer, qui lui a donné naissance et qui représentait sa source de substance. C'est un projet qui est bien sûr une œuvre novatrice pour revisiter du moins la mémoire millénaire d'une ville, c'est-à-dire Alger-la-Blanche. Oui. Et on ne tournera plus jamais le dos à la mer. J'espère bien. De toutes les manières, pour aller plus loin, il faut comprendre que le projet dans sa globalité ne s'arrête pas à la pêcherie. C'est-à-dire que la démarche initiée par les autorités de la wilaya fait que la relation va se faire par plusieurs points. La relation de la ville avec la mer, parce que la ville ne se contente pas aujourd'hui de la Casbah. Il faut considérer que notre patrimoine, c'est toute la partie franc de mer. Et donc le travail gigantesque qui est en train de se faire par la wilaya, c'est que nous démarrons de Ain Benyan jusqu'à la pointe de la... On peut parler de séquences ? Oui, voilà. Et que tous les projets de connexion de la ville avec la mer, possibles et imaginables, sont abordés. Donc nous allons avoir des projets de franchissement, des projets de balcons sur la mer, nous allons avoir des projets de translation. Par exemple, au niveau du Port Saïd, nous allons renforcer la relation de la place Port Saïd, qui est un square dans la ville, pour aboutir sur les quais, qui vont donc devenir l'aboutissement du nouveau quartier, où on pourra aller manger du poisson sur les quais, au niveau de Sofia Kadalik, au niveau de... vous le dites, dans la Grande Poste, kiff. Donc c'est
toutes ces relations. On va jeter donc des ponts sur la mer tout le long du front de mer. Ne jetez pas l'animateur à la mer, cela dit en passant, pas encore en tout cas. Vous dites que l'esplanade pourra accueillir également des spectacles de 5000 personnes. Les voûtes ottomanes sous la place des Martyrs seront aménagées en des espaces de consommation. Un restaurant de 5 étoiles sera dédié à la musique algéroise. Il y aura également un restaurant événementiel qui accueillera des concerts de musique, des expositions, des défilés de mode, enfin tout un projet. Votre entreprise ne connaît pas la crise, Kadim Louni? Laquelle? Celle-là. Architecture. Votre bureau d'architecture. On essaie d'apporter. Réalisera bien sûr ce long projet pendant encore des années. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. À l'édifice. Réhabiliter Alger, c'est une grande entreprise. Mais est-ce que vous êtes conscient que vous écrivez la mémoire d'Alger, architecturalement parlant? Pas que moi. Ouais. C'est un travail d'équipe fatalement. Et j'arrêterai pas de remercier d'abord les autorités de la wilaya. Sont vraiment, c'est pas des mots gratuits. Hein. Sans volonté politique, aucune architecture ne peut exister. Donc la conjugaison entre le politique conscient des enjeux de la réhabilitation de sa ville et l'architecte qui essaye d'apporter le mieux, qui ouvre la concertation avec les autres, parce qu'il faut qu'il fasse adhérer autour de son projet l'ensemble des intervenants. Ce n'est que comme ça, avec esprit-là, qu'on construit une ville. Y a-t-il aujourd'hui pour la réalisation de ce projet, encore une fois, qui continue, qui dure et qui perdure, la participation des jeunes architectes sortis fraîchement de l'EPO? Est-ce que vous travaillez donc justement... Oui, dans mon équipe, il y a des jeunes, ils sont à plusieurs âges, mais des jeunes sont complètement versés dans ce projet. J'ai des architectes au niveau de l'agence. Sur quelle base vous les avez choisis Parce qu'il y a Agli Amrouche qui vient de m'envoyer un SMS en disant, vous savez, Karim Amiti, hein, les lauréats de la Charrette d'Or sont très nombreux et qui sont, pour certains, au chômage. Ah bah ça vous savez, l'architecture le métier d'architecte est un métier au même titre que tous les métiers artistiques, c'est un métier de créativité. La créativité n'est pas assurée quand on fait des études, et le succès n'est pas assuré quand on fait des études d'architecture. À titre d'exemple, si on prend des grandes universités européennes où on prend des architectes, simplement 5 ou 6% des architectes diplômés finissent à faire de l'architecture en fin de course. Ils finissent tous designers, techniciens, maîtres architectes dans l'administration, architectes d'entreprise. Voilà. Donc, Paris n'est pas gagné d'avoir un diplôme. Rares sont ceux qui sont dans la création, effectivement. Voilà. Qui ont ce coup de génie. C'est comme pour faire la radio. Hein, exact. C'est pas tous les gens qui font communication à l'université qui finissent animateurs. Ou de bonnes émissions au passage. Alger, vous l'approchez, vous l'imaginez comment, Moji Abdeltif? Ça va être ma dernière question. Alger, vous l'imaginez, vous l'approchez comment dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans? Moi, j'ai peur que mon point de vue ne plaise pas à tout le monde, mais moi, je suis contre les high-rise, les gratte-ciel. Ouais. C'est tout. Donc le 100 mètres, donc cet ascenseur-là... Non mais pour moi, une image d'une ville, on ne fait pas une image d'une ville forcément et fatalement avec des gratte-ciel. Avec des hauts immeubles. Non, justement, c'est trop facile. C'est trop facile parce qu'ils sont partout. Oui. Je veux dire, ils datent du début du XXe siècle. Non, mais attendez, mais quand vous évoluez sur un terrain sismique, on se pose réellement la question aussi. Hein. Non, moi j'ai cette problématique. Ce qui me... Une question qu'on n'a pas abordée non plus. Hein. Oui, non, j'essaie juste de dire que comment on les appelle? Les bâtiments de grande hauteur, voilà. GH, voilà. Je me souviens, il avait utilisé cette expression. Ne sont pas forcément synonymes de modernité, voilà ce que je veux dire. D'accord. Et le jeune architecte, donc justement, ça va être encore une fois notre dernière question. Alger, vous l'imaginez comment? Dans une vingtaine, dans une trentaine d'années, vous qui venez donc justement... de l'école d'architecture. Ce n'est pas une vision, mais c'est un souhait. Juste un regard. Un souhait. Oui. J'espère qu'Alger sera l'image des Algériens. Des vrais Algériens. Avoir une architecture propre à nous, un langage propre à nous, un style propre à nous, une ville propre à nous qui fonctionne, qui répond à notre société, à notre culture, à nos besoins. C'est très important. C'est ce qui a rendu les villes européennes désirables. C'est qu'elles sont à l'image de leur peuple. Pourquoi pas nous?
Tout à fait. Voilà. Il y a l'Arbi Merhoum, qui est bien sûr un de vos collègues, président de la République, qui a comment dire, imaginé, mais également construit plusieurs édifices, sur lesquels nous reviendrons bientôt, qui me disait, qui m'a demandé de vous poser cette question. Karim Louni, encore une fois, pas besoin de me regarder de cette façon. Faites sortir Karim Louni d'Alger. Où irait-il? Où ira-t-il, pardon? À Alger. Vous ne sortirez pas d'Alger? Pas pour l'instant. Très bien, donc ça c'est une réponse pour l'Arbi Merhoum. On est sur la même longueur d'onde, je crois. Il y a tellement de choses à faire. C'est un immense chantier. Exactement, exactement. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de nous appeler, d'abord de nous accompagner. Karim Louni, encore une fois, Mounjia, Abdeltif, je renvoie les auditeurs à ce bel ouvrage d'Al Abdeltif, encore une fois, aux éditions El Bayazine. Beaucoup d'appels également, on ne pouvait pas tous les passer, malheureusement, au 021 48 2x15. Ibrahim Meshouch, qui nous a également accompagné pour le débat d'aujourd'hui, qui, comme vous l'avez certainement remarqué, il était question de réhabilitation de nos villes, à commencer par Alger et la réhabilitation de la pêcherie des voûtes du front de mer, ce projet pour mettre en valeur les origines millénaires d'Al-Mahroussa. Vous savez quoi? Merci encore une fois. David Azekan me dit, c'est déjà la fin de l'aventure, du moins pour le Café de la Troie. Si vous voulez réviser vos classiques musicaux, sachez que nous serons de passage de retour le mercredi dans Radio Voral Collector et d'autres intranquilles de la culture. Jeudi prochain, bien sûr, entre 14 et 16h, 2 heures durant en direct pour approcher la culture autrement. Portez-vous bien dans quelques instants. C'est le rendez-vous de l'information.